Bienvenue à tous. Merci à tous d'être venus et de participer à cette table ronde sur philosophie en entreprise. Lorsqu'on a organisé le congrès avec Laurent et les collègues de la SPSG sur pourquoi philosopher, on s'est dit que c'était effectivement important d'aborder ce mouvement qui est de plus en plus important de la philosophie en entreprise ou pour l'entreprise. D'où effectivement cette table ronde. Et j'ai demandé à quelques-uns de ceux qui connaissent bien le sujet de vouloir y participer. Donc, on va écouter d'abord successivement. J'ai demandé à chacun des intervenants de prendre la parole pour exposer, témoigner, donner effectivement un point de vue sur ce qu'est la philosophie d'entreprise. Et ensuite, j'ouvrirai la discussion collective. Donc, je souhaite la bienvenue à cette table ronde à Éric Barillé, Thibaut Briguère, Marion Genèvre et Xavier Pavie, qui interviendront dans cet ordre. Donc, Éric Barillé est diplômé de l'ESSEC et de Paris 13 en droit. Il a créé en 1999 l'Institut de formation Magis, après avoir été successivement banquier chez JP Morgan et Continental Illinois, et consultant en stratégie chez IDRH, Arthur D. Little, et stratégie en finance. Il a créé en 89 Magis, et le principe de Magis est d'apporter aux entreprises un lieu de réflexion et de mise en œuvre du savoir-être de leurs collaborateurs pour développer le management et le leadership. Donc ça, je laisserai Éric développer cette présentation tout à l'heure. Nous écouterons ensuite Thibaut Briguère, qui est philosophe en entreprise, conseiller en management, ancien délégué à la philosophie de l'organisation du groupe Hervé. Il est diplômé d'HEC, d'un DA de philosophie de Paris 1, et il écrit sur son profil que chercher à cultiver le courage de la vérité, il cherche à cultiver le courage de la vérité et l'indiscipline de la liberté dans les entreprises. Donc, Thibaut, tu nous expliqueras plus en détail ce vaste programme. Marion Genèvre est titulaire de 3 masters en philosophie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, présidente du jury du master éthique appliquée, responsabilité sociale et environnementale de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et cofondatrice de l'agence Philosophie Pratique. Enfin, Xavier Pavie est philosophe, professeur à l'ESSEC Business School, directeur académique, je vais laisser les pompiers passer, voilà, l'inconvénient d'être en ligne chez soi. Donc, je disais, Xavier Pavie est philosophe, professeur à l'ESSEC Business School, directeur académique du programme Grande École pour l'Asie-Pacifique. Il est aussi directeur du Centre Imagination et directeur du programme Management de l'innovation, responsable pour l'Executive Education et enfin, chercheur associé à l'Institut de recherche philosophique à l'Université Paris-Nanterre. Merci à tous d'être des nôtres aujourd'hui et je laisse tout de suite la parole à Éric qui va donc nous présenter Magis et la manière dont dans Magis on conçoit l'action philosophique en entreprise. Tout ça pour environ 10 minutes, un quart d'heure. Éric, la parole est à toi. Ton micro. Éric. D'accord. OK. Ça va comme ça? Très bien. OK. Merci beaucoup, Erwan, pour cette rapide introduction, en tout cas celle qui me concerne, qui est assez exacte. À une petite différence près, c'est que Magis existe depuis 1999, donc ça ne fait que 22 ans que nous menons cette aventure dont je vais vous parler, effectivement. Et d'abord parce que c'est une aventure que j'aime bien, deuxièmement parce que je crois qu'elle illustre assez bien le thème dans lequel nous sommes et dont nous allons parler, philosopher en entreprise. Et puis parce que aussi c'est l'heure de la sieste et que donc il faut avoir des jolies histoires pendant l'heure de la sieste de façon à ce que tout le monde ne s'endorme pas. Je salue au passage une ou deux personnes que j'ai vues dans le panel et que j'ai la chance de connaître et qui éventuellement ont la chance de connaître Magis. Voilà. Alors, donc je vais vous parler de l'histoire de Magis. Magis a 22 ans. C'est une personne morale
dont une SAS, pour ne rien vous cacher, dont l'objectif principal est de faire de la formation en entreprise et, depuis le début, de faire de la formation sur les sujets du savoir-être. Donc, nous ne sommes pas du tout sur tout ce qui peut concerner les techniques, les métiers, le savoir-faire. Nous sommes sur tout le reste, c'est-à-dire sur tout ce qui va consister pour nous à principalement de la réflexion et de la mise en œuvre de la réflexion sur l'identité, sur les valeurs, sur la vision et sur la décision. Voilà, c'est les 4 grands thèmes sur lesquels nous travaillons. Mais l'histoire de Magis, c'est l'histoire d'abord d'une rencontre. C'est l'histoire d'une rencontre de 2 mondes. Un monde qui est plutôt un monde universitaire, où l'idée de formation en dehors de la formation professionnelle germe, et c'est assez facile qu'elle germe là, parce que le monde universitaire, il fait de la formation, et justement, il ne fait pas de la formation d'entreprise, première chose. Et deuxième monde, le monde de l'entreprise, cette fois-ci, qui, donc je vous rappelle, c'est en 99, a déjà vécu quelques crises, pas encore toutes, parce qu'il y en avait qui étaient sous le boisseau et qui sont arrivées même jusqu'à récemment, mais il y avait déjà eu pas mal de crises, et on peut dire que depuis le milieu des années 70, c'était presque déjà une crise permanente, tout ça. Donc, il y avait des questions qui se posaient, et ces 2 mondes, donc le monde universitaire et le monde de l'entreprise, se sont rencontrés pour essayer de trouver des réponses. Vous voyez que c'est 2 mondes qui sont différents déjà. Vous allez tout de suite savoir duquel je parle quand je les caractérise, mais l'un des 2 est certainement un monde plus de la réflexion, de l'approfondissement, peut-être du temps moyen et long, alors que l'autre est plutôt un monde de l'action, un monde du résultat, un monde peut-être du temps court et moyen. C'est des objectifs, c'est des cultures, c'est une relation au temps. On pourrait continuer comme ça la caractérisation pendant longtemps, mais voilà, qui, je pense, en font 2 mondes, alors qu'ils peuvent s'opposer, ou qui, en l'occurrence, ont été très complémentaires, et ça a été assez rapide de monter Magis. Et dans le monde universitaire, il y avait quelques profs de philo et de culture générale, qui ont bien défendu leur métier, enfin leur spécialité, et qui ont réussi à mettre au cœur de Magis, dans son ADN, depuis le début, la démarche philosophique. Et donc, je crois que c'est à ce titre-là que je suis content de témoigner pour vous ici. Et non seulement dans leur argumentation, dans leur manifeste amour pour la philo, ils ont été convaincants, mais on s'est très vite rendu compte qu'effectivement, et je vais vous dire pourquoi maintenant, à notre avis, la philo a été quelque chose d'assez fort dans les 22 ans de Magis, mais en particulier au début de Magis, parce que la philo peut-être nous a permis de nous démarquer un petit peu. Pour la toute petite histoire, je voudrais juste vous dire quand même que personnellement, ça Erwan ne l'a pas dit, mais peut-être ne le sait-il pas encore, je suis chargé d'un bac C, c'est-à-dire maintenant, pardon, S, c'est-à-dire scientifique, et que 2 ans après avoir réussi mon bac C, j'ai passé un bac A, c'est-à-dire maintenant L, littéraire, parce que je pensais déjà avoir un véritable intérêt pour quelque chose d'autre que l'approche scientifique, mathématique, etc., mais dont on va reparler, vous inquiétez pas. Voilà. Donc, il y avait peut-être déjà dans ma personne des signes avant-coureurs de cette grande rencontre des 2 mondes, universitaires et professionnels, d'entreprise, dont je vous ai parlé il y a un instant. La philosophie donc s'est retrouvée dès le début au cœur de notre dispositif, et la plaquette de Magis, que je montre rapidement ici à l'écran, la plaquette de Magis, elle comporte des petits passages sur la philosophie. Magis, une philosophie originale, etc., etc. Donc c'est vraiment un terme que nous utilisons, et j'aurais voulu vous dire pourquoi nous l'utilisons. Nous l'utilisons pour 2 raisons. D'abord parce que la philosophie est un outil. Deuxièmement, parce que la philosophie est un moteur. Alors, je vais commencer par la philosophie en tant qu'outil. Vous voyez que j'ai mon plan dans ma tête. Bon, ça, c'est le côté mathématique du truc. Et la philosophie est un outil, je crois, pour nous en tout cas, à 2 titres. D'abord, la philosophie, c'est les philosophes.
Il y a peut-être un carteron, on va dire, de philosophes auxquels on se réfère bien souvent dans Magis. Vous les connaissez tous, c'est les plus connus d'ailleurs. C'est Platon, Aristote, Kant et probablement Hannah Arendt. Voilà. Parce qu'ils ont écrit des trucs qui sont directement traduisibles en termes d'entreprise, même si certains l'ont écrit il y a fort longtemps. Et même si la pensée de Platon et c'est la pensée de Socrate, on sait tout ça, mais voilà, enfin, c'est un bon carteron, auquel on pourrait rajouter peut-être Descartes, qui est assez utile. Et puis, il y a aussi quelques grands philosophes du côté spirituel, je pense en particulier à Saint Augustin ou à Saint Thomas d'Aquin, qui ont été des contributeurs assez efficaces, sans parler de Saint-Benoît et de sa règle, qui ont été des contributeurs assez efficaces pour l'entreprise au XXIe siècle. Pourquoi les philosophes sont efficaces? D'abord parce qu'ils ont eu des idées. Voilà, c'est des gens qui, depuis 2000 ans, 3000 ans, jusqu'à hier, jusqu'à aujourd'hui, ont des idées pour nous. Et que ces idées, ils les consignent dans des bouquins qui sont, pour certains d'entre eux, gratuits, d'autres pas très chers. Et en tout cas, de toute façon, le rapport prix du livre, idées contenues dans le livre, idées au pluriel souvent contenues dans le livre, est véritablement positif pour nous. Donc, il y a des idées. Il y a souvent aussi des démonstrations. Ce n'est pas des gens qui ne font que présenter des idées. Ils démontrent aussi un raisonnement. Et ça nous intéresse particulièrement parce que ce qu'on aime bien dans Magis, c'est que les gens réfléchissent. Troisièmement, ils apportent des conclusions. Donc, ils arrivent à porter des jugements sur la façon dont les idées sont pensées par eux, ce qui nous intéresse aussi. Donc ça, c'est la première dimension de la philosophie outil. La deuxième dimension, c'est la philosophie outil toujours, c'est la philosophie démarche. Pourquoi? Parce que la démarche philosophique, nous trouvons, Magis trouve, et les gens qui ont fait Magis trouvent, que c'est une démarche qui est particulièrement percutante, c'est une démarche qui permet de réfléchir et de réfléchir au-delà, plus loin que là où, généralement, en bon citoyen, on réfléchit quand on réfléchit. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font que penser. Donc réfléchir, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai un petit peu théorisé ça dans le cadre de Magis, et j'appelle ça l'idée d'après. Il y a toujours une idée après. Et je pense que la démarche philosophique, celle qui consiste à tirer le fil le plus longtemps possible sans qu'il craque, d'où peut-être philosophie d'ailleurs, vous voyez, cette idée d'après, c'est, je trouve, un concept intéressant et ça donne à la philosophie un rôle très utile, outil utile. Bon, ça c'est la première dimension, c'est un peu le petit couteau suisse que la philosophie peut être. La deuxième dimension, je vous ai dit, c'est que pour nous, la philosophie était aussi un moteur. C'est-à-dire qu'à partir de la philosophie, à partir des philosophes, à partir de la démarche, etc., on arrivait à déboucher dans les entreprises sur autre chose que juste de la philosophie. Et je vais vous donner 2 ou 3 exemples peut-être de philosophie quand elle est appliquée, de conséquences de la philosophie quand elle est appliquée dans l'entreprise. Par exemple, je trouve que la philosophie est un excellent déclencheur, un excellent générateur de quelque chose. Voilà. Il va se passer à partir d'une réflexion philosophique une création, une production d'idées qui probablement sont peut-être pas exceptionnelles, mais qui sont nouvelles en tout cas. Et ça déjà, c'est intéressant. Je trouve aussi que la philosophie, c'est un bon moteur dans le rôle de catalyseur externe. Par exemple, comme l'humour, vous voyez, peut être aussi un catalyseur d'un certain nombre de choses. Voilà. La philosophie, ça permet de déboucher sur des synthèses rapides, sur des idées claires. Voilà. Et à ce titre, je trouve que la philosophie catalyseur est quelque chose de particulièrement intéressant. Moi, je trouve aussi que la philosophie, c'est énergisant parce que toutes ces idées, ça fait des micros ou des macro-boosters sur lesquels on peut assez facilement s'appuyer. Et tout ça, ça va nous donner de l'énergie, ce dont on a souvent besoin dans l'entreprise. Et puis peut-être à l'opposé de cette énergie et de cet activisme, je trouve que la philosophie, le nom d'ailleurs le comporte, c'est aussi quelque part
un excellent dépresseur. C'est ce qui est relié souvent à la sagesse. Donc voilà, avec la philo, souvent on se calme. Le rythme cardiaque ou le rythme de la réunion devient probablement moindre grâce à la philosophie. Et donc, vous voyez, je trouve que ce rôle moteur de la philo en tant qu'apporteur de quelque chose d'autre que juste de la réflexion philosophique, c'est pour nous, en tout cas, dans le cadre de Magis, particulièrement important. Le troisième aspect que je voudrais voir rapidement avec vous, et j'espère qu'il me reste encore quelques minutes, mais peu, pas beaucoup. Voilà, 2-3 minutes. 2-3 minutes, d'accord. J'aurais voulu juste vous dire que pour nous, la philosophie dans l'entreprise, ce n'est pas uniquement la philosophie. Alors d'abord parce qu'il y a toutes les matières de l'entreprise, la finance, le marketing, le commercial, la production, la R&D, tout ce que vous voulez. Donc il faut que la philosophie se mêle à ces matières-là. Mais je trouve qu'en tant qu'apporteur de quelque chose de nouveau avec cette dimension philosophique, on est aussi assez en mesure d'apporter autre chose. Et en ce qui nous concerne, nous, dans Magis, je dis juste au passage que Magis, ça veut dire davantage en latin, on s'est aperçu qu'on apportait finalement autour de la philo, ou grâce à la philo peut-être, un certain nombre de dimensions qui pouvaient aussi intéresser l'entreprise. Par exemple, en termes de lettres au sens large, littérature si vous voulez, lettres, on a trouvé que dans les citations, dans les étymologies, dans les traductions, dans la poésie, etc. Il y avait aussi pas mal de ressources. Alors, je les associe à la philosophie parce que philo, c'est livre et livre, hein, bon. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire que ça permet d'accéder à de nouveaux champs d'investigation qui ne sont pas forcément moins intéressants que la philo. Aujourd'hui, on parle de philo, donc vive la philo, mais qui sont peut-être des bons compléments de la philo, voilà, pour l'entreprise. Dès qu'on a ouvert le champ des lettres, évidemment, on ouvre le champ des arts plastiques. Évidemment, on ouvre le champ des sciences mathématiques ou physiques. Évidemment, on ouvre le champ de l'histoire. Et donc, vous voyez, l'entreprise, là où on travaille finalement, et on ne fait que ça, l'entreprise se trouve être un lieu. Tout à l'heure, j'ai associé deux mondes à l'occasion de la création de Magis, mais je m'aperçois de plus en plus que, après 22 ans d'existence, ce qui s'est passé, c'est que Magis a réussi à mettre de la culture générale au milieu de la culture d'entreprise. Et c'est ça qui, moi, me fascine, impressionne, plaît le plus, parce que c'est aussi ce qui plaît le plus, je crois, à nos interlocuteurs, c'est-à-dire souvent des responsables d'entreprise, le fait que le monde de l'entreprise est un monde qui est très ouvert, qui a ses exigences, qui a ses besoins, ses attentes, etc., mais que c'est un monde qui finalement est très ouvert aussi à beaucoup d'autres apports, à commencer peut-être par celui de la culture générale, au sein duquel, au creux duquel, au milieu duquel, au cœur duquel, j'espère, on va retrouver la philosophie. Voilà, j'espère qu'avec ça, j'ai apporté 2 ou 3 éléments de réflexion pour chacun d'entre vous et pour la suite de cette table ronde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Je donne tout de suite la parole à Thibaut, à son tour, pour un quart d'heure. Merci, Eric. Merci, Erwan. Mon métier, à moi, consiste à faire à être philosophe, enfin, faire de la philosophie en entreprise. Et ce dont je vais témoigner aujourd'hui, c'est de ma dernière expérience professionnelle significative, qui a été pendant 6 ans, 8 ans si on met tout bout à bout, si on intègre des CDD au début, pendant 8 ans d'être philosophe d'entreprise. J'ai été pendant donc 6 ans, 6 ans en CDI, dans un groupe de BTP, pour y être très officiellement le philosophe d'entreprise, si on veut. L'intitulé du poste était délégué à la philosophie de l'organisation. Et donc, j'ai été payé explicitement pour y faire quelque chose en lien, à un degré ou à un autre, avec de la philosophie. Et je me propose d'essayer d'expliquer en quoi il pouvait y avoir un lien, que l'on pourra considérer comme lâche ou au contraire comme étant plein dans la cible. Quelles étaient mes missions en tant que philosophe d'entreprise salarié d'une entreprise du BTP. C'était une entreprise de BTP française. Il s'agissait d'abord, il y a eu 3 temps. Le premier temps a consisté à mettre à jour la philosophie de l'entreprise, la verbaliser,
la formaliser, la conceptualiser. Aujourd'hui, la plupart des entreprises ont sur leur site internet un onglet Notre philosophie. Mon pari, à moi, consiste à les prendre au sérieux, à faire comme si, naturellement, ils ne mentaient pas, comme s'il ne s'agissait pas de communication ou de philosophie cosmétique. Et donc, mon travail a consisté, je le fais sur cette entreprise, donc c'est pour ça que je vais vous parler de celle-ci, mais également sur d'autres, consiste à les prendre au sérieux et à faire avec une entreprise le même travail que l'on pourrait faire avec un auteur de philosophie. C'est-à-dire, lorsque on étudie un auteur de philosophie, Aristote par exemple, et que l'on croit percevoir des contradictions à l'intérieur de la philosophie d'Aristote, eh bien, le travail de l'exégète, si je puis dire, d'Aristote, consiste à préférer imputer cette contradiction à sa propre interprétation plutôt qu'à Aristote lui-même. Eh bien, mon travail vis-à-vis d'une entreprise a été, dans une certaine mesure, le même. Mon travail a consisté, lorsque je percevais une contradiction interne à la philosophie de l'entreprise que j'étudiais, à préférer l'imputer à un défaut de compréhension de ma part plutôt qu'à un défaut de cette philosophie d'entreprise. Et de même, lorsque je percevais une contradiction externe, pour le coup, entre cette philosophie d'entreprise et puis les actions concrètes menées par cette entreprise, eh bien, à nouveau, c'était simplement un nouveau défi qui m'était donné pour essayer de trouver la cohérence plus générale à l'intérieur de laquelle ça s'inscrivait pour qu'il n'y ait pas de contradiction. Et donc, le premier temps, celui de la mise à jour des philosophies d'entreprise, en l'occurrence de celle-ci, de cette entreprise de BTP, a consisté à, lorsque je percevais une incohérence dans les phénomènes observés, à essayer de trouver une théorie plus englobante, plus générale, une philosophie permettant de rendre raison de ces phénomènes. Donc voilà, premier temps, dégager la philosophie d'entreprise, la formaliser. Le deuxième temps, ensuite, lorsque j'ai fait ce travail, le dirigeant de cette entreprise m'a demandé d'intégrer, de continuer le travail. Ça, c'était un travail en fait de CDD. Il m'a demandé ensuite de rentrer en CDI dans l'entreprise pour les aider à diffuser cette philosophie d'entreprise. Donc le second temps de mon travail a consisté, après l'avoir dégagée, à enseigner cette philosophie d'entreprise. L'enseigner en interne, l'enseigner à l'extérieur. À l'extérieur, eh bien, c'était par le biais de tables rondes, de petits déjeuners professionnels, de participation à des colloques, etc., pour valoriser, pour crédibiliser cette philosophie d'entreprise. De même que on peut être payé à enseigner Platon, de même que l'on peut être payé à enseigner Aristote, moi, mon travail consistait à être payé pour enseigner une philosophie d'entreprise déterminée, une philosophie d'entreprise, si vous voulez. Et donc, c'est le travail que j'ai fait donc, tant à l'extérieur, en externe, qu'en interne. Et ce travail consistait à crédibiliser cette philosophie d'entreprise, c'est-à-dire que lorsqu'on lui présentait des objections, des contradictions, eh bien, de les surmonter, ces contradictions, dans le sens même de cette philosophie d'entreprise, d'une manière qui soit cohérente avec elle. Et donc, très concrètement, ce que je faisais en interne, eh bien, je formais l'ensemble des managers, donc il y en avait plus de 200 dans l'entreprise. L'ensemble des managers a une bonne appropriation de cette philosophie d'entreprise, a une acculturation, si on veut. Et donc, c'était des formations au management, formations à la gestion des conflits, formations à la relation client, etc., etc. Tout ce qui était censé impliquer à un degré ou un autre du savoir-être et une compréhension fine de la philosophie d'entreprise. Donc, mon travail, pour une part, était, sous cet angle, celui d'un sophiste d'entreprise. Donc, le philosophe en entreprise, lorsqu'il se retrouve salarié de l'entreprise, pour une part, il a à être un sophiste d'entreprise, c'est-à-dire qu'il est payé pour enseigner une philosophie d'entreprise déterminée, à laquelle, éventuellement, on ne lui demande pas de savoir s'il y croit ou s'il n'y croit pas. Son travail, c'est de l'enseigner, de la crédibiliser. Donc ça, voilà, sous premier aspect de mon travail, donner du sens. Et donc ça, fonction de sophiste d'entreprise. Mais indissociablement, il y avait également celle de mission de remettre en question le sens, c'est-à-dire en même temps d'éveiller à l'esprit critique des personnes à qui il m'était donné d'enseigner cette philosophie d'entreprise en interne. Et c'est sous ce deuxième rapport, naturellement, que le travail ne consiste pas seulement à être un travail de sophiste d'entreprise,
travail dans lequel on peut naturellement exceller, mais également essayer de faire en sorte que les gens, justement, puissent diverger et puissent, aient les moyens conceptuels de ne pas se retrouver en situation de domination symbolique, mais de pouvoir de les outiller pour qu'ils puissent également penser qu'une autre entreprise est possible et pour qu'ils puissent sortir de cette philosophie d'entreprise déterminée. Donc, ça, c'était le deuxième aspect de mon travail, former, enseigner cette philosophie d'entreprise déterminée. Le troisième aspect a consisté à critiquer l'entreprise dans laquelle je travaillais. Le contrat était clair avec le président du conseil de surveillance qui m'avait embauché. Mon travail était, pour une part essentielle, de critiquer l'organisation, d'essayer d'abord de trouver les grumeaux dans la pâte, les endroits dans l'organisation où il y avait des contradictions entre la philosophie d'entreprise officielle, affichée, et les comportements réels des individus, aussi bien que des problèmes que éventuellement des logiciels, par exemple des logiciels qui ne respecteraient pas l'égal degré de transparence qu'il devait y avoir à tous les niveaux hiérarchiques. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la mise en cohérence de l'organisation avec la philosophie d'entreprise, qui m'était pour une part impartie, ne relevait pas simplement de la sphère RH, cognitive, du domaine de la conviction. C'était une sorte de toilettage de l'ensemble de l'organisation pour faire en sorte de réduire les écarts entre la théorie, la philosophie d'entreprise, et la pratique. Donc ça, le deuxième aspect, critiquer l'organisation et alerter les individus que je pouvais rencontrer, des managers, sur les écarts que je percevais entre leur comportement managérial et la philosophie d'entreprise officielle de l'entreprise dans laquelle ils officiaient. Pour critiquer l'organisation, un autre levier qui m'était donné était de participer à toutes les réunions du directoire. Et je devais très clairement signifier aux membres du directoire les écarts de comportement que je percevais entre leur comportement managérial quotidien et puis la philosophie d'entreprise officielle qui était la leur. Et donc, je devais monter sur le ring lors de chaque réunion du directoire pour dire, si on veut, leur cas de vérité, faire un travail de parésia, si on veut, leur dire ce qui n'allait pas dans leur comportement au regard toujours de leur philosophie d'entreprise. C'est-à-dire que moi, ma mission n'était pas de leur dire ce que je pensais personnellement de leur comportement, encore que je pouvais le dire, mais c'était de mesurer leur degré de cohérence avec leur philosophie d'entreprise. Voilà, chers amis, ce que je peux vous dire dans un premier temps. Très bien. Merci beaucoup, Thibaut. Effectivement, déjà, vous deux, Eric, Thibaut, beaucoup de matière à discuter. On va continuer avec Marion. Marion, la parole est à toi. Merci Erwan, merci Eric et Thibaut. En effet, passer en troisième n'est pas chose facile parce que beaucoup a déjà été dit sur la manière dont la philosophie peut se pratiquer en entreprise. Je vais tâcher à la fois de témoigner de la façon dont moi je l'expérimente et la mets en pratique avec mon associé Flora Bernard au sein de l'agence de philosophie TAE que nous avons créée, tout en commençant à prendre un petit peu de recul par rapport à la pratique. Et si vous le voulez bien, je vais faire comme Eric et Thibaut, partir de mon histoire personnelle parce que j'ai l'impression que on n'arrive pas par hasard en tant que philosophe dans les entreprises. C'est encore, même si on le voit de plus en plus, c'est encore chose rare. Et donc, c'est intéressant de repartir de l'histoire personnelle de chacun, je trouve. Moi, comme tu l'as dit, Erwan, je viens donc j'ai fait mes études de philosophie à la Sorbonne. J'étais en pleine recherche universitaire quand j'ai été prise par, vous savez, les Anglais disent and so what. Alors que je me réjouissais de marcher sur les sommets de la métaphysique et de l'ontologie. Voilà, je sortais de séminaires complètement galvanisés intellectuellement. En même temps, il suffisait que je me retrouve dans la rue à rentrer chez moi et de me dire, et donc, tout ça c'est formidable, c'est très stimulant, c'est très éclairant, mais et donc, pour la société, tous les jours, pour la vie au quotidien, je souffrais de ne pas réussir
peut-être que j'étais juste pas douée, de ne pas réussir à refaire le lien entre ce point de vue zénital que nous permet la philosophie et cette grande maîtrise des concepts et les enjeux de la société au quotidien. Et donc, je me suis, voilà, je n'ai plus pu ne pas entendre cet appel à me remettre au cœur de la société. Alors, vous me direz, en enseignant la philosophie, j'aurais pu continuer la recherche et enseigner. En enseignant la philosophie, on est très utile à la société. Je ne sais pas. En tout cas, telle qu'elle est enseignée aujourd'hui, je ne sais pas si on a les moyens de faire en sorte que la philosophie soit encore utile à la société, mais on peut en discuter. En tout cas, moi, à cette époque-là, j'avais pas l'impression que c'était en enseignant la philosophie dans le cadre proposé par l'éducation nationale que j'allais réussir à en faire quelque chose de pratique et d'utile. Et donc, j'ai suivi cet élan intérieur que on pouvait refaire à nouveau de la philosophie une ressource pratique telle que l'ont très bien décrit Eric et Thibaut à leur façon. Donc, en refaire une ressource pratique, notamment pour les organisations, puisque même si je n'en connaissais rien, il faut quand même dire ce qui est. Moi, j'ai quitté l'université, je n'avais jamais connu que ça. Donc, je n'avais pas la prétention de savoir ce qu'était une entreprise, ni si elle avait droit ou pas à la philosophie. J'étais un peu fascinée, je dois dire, par les organisations. Ce que je savais par contre, ce que je pressentais, c'était que c'était des acteurs déterminants pour le destin de la société. Et donc je me suis dit, il doit y avoir quelque chose à faire. C'est pas possible qu'on se soit retrouvé dans une situation où ces deux mondes que Eric, tu as très bien décrit, ce monde du temps long de la réflexion et de la maîtrise des concepts, échappent totalement au monde des organisations qui est le temps court, comme tu le disais, du résultat. Donc, j'ai suivi cette conviction-là, cette volonté aussi d'être utile. Alors, on pourra discuter de est-ce que la philosophie doit être utile, parce que je pense que c'est un de nos enjeux aujourd'hui. On pourra donc discuter de cette notion d'utilité associée à la philosophie. Mais donc, voilà, moi, j'ai suivi cette volonté d'être utile pour, voilà, j'ai arrêté la recherche universitaire, j'ai fait la bonne rencontre au bon moment en la personne de mon associé et on a créé donc TAE, cette agence de philosophie, à partir de ce souhait donc de remettre la philosophie au cœur des organisations. Comment est-ce qu'on fait ça? Ça veut dire quoi la philosophie en entreprise? En fait, nous, on s'est positionné très vite du côté de la méthode et non pas des sujets et non pas des enjeux ou des concepts à traiter. On a choisi de ne pas se positionner comme des experts de l'éthique, par exemple, on aurait pu, ou de justement la raison d'être. Alors à l'époque, c'était pas encore aussi à la mode, mais on aurait pu aller directement sur les concepts de prédilection de la philosophie, mais en fait, on s'est dit que plutôt que de faire de la philosophie en entreprise, parce que j'aurais pu aussi tout aussi bien ne pas jouer les professeurs à l'université, mais dans les organisations, c'est-à-dire venir donner des cours de philo, des conférences, si on veut, dans les organisations. Donc, non pas faire tellement de la philosophie, mais du philosopher. C'est-à-dire que ce qui nous a beaucoup occupé avec mon associé, c'est comment on fait philosopher les personnes dans les organisations, comment on rend l'organisation philosophante, si on veut. Et donc, on s'est inspiré, si ça vous intéresse, je vous encourage vraiment, il y a quand même beaucoup de travaux, peut-être beaucoup dire justement, mais il y a quand même un certain nombre de réflexions qui ont été menées depuis quelques années. On n'a pas, d'une certaine manière, on n'a pas inventé grand-chose, on a hérité d'eux. Et on a essayé de mettre en pratique, on s'efforce de mettre en pratique les travaux de Michel Tozzi, par exemple, d'Oscar Brénifier, que vous connaissez peut-être, de l'Institut des pratiques philosophiques, mais aussi de The Philosophy Foundation en Angleterre. Voilà, on est très curieuse de tout, on a été voir ce qui se faisait déjà pour aller dans le sens de ce philosopher qui nous intéressait tant. Et donc, on a vraiment repris, si vous voulez, on est reparti de ce qu'on a estimé être les trois grands gestes de la pratique philosophique depuis Socrate, que sont le questionnement, la problématisation, tu en as parlé, Thibaut, l'argumentation. Est-ce que je suis capable de fonder ce que je pense sur des arguments solides,
pour le dire trivialement, est-ce que ma pensée tient la route ou est-ce qu'elle s'effondre à la moindre objection? Donc, vous allez vraiment travailler sur la solidité du cadre de référence. Ça, c'est important. C'est pas juste, je ne suis pas juste en train de parler de ces gestes comme de gestes intellectuels. Ce n'est pas le beau geste intellectuel, c'est que ça a des implications très concrètes dans les organisations au quotidien. Si je suis dirigeant ou manager et que je ne sais pas bien argumenter au sens noble du terme, eh bien, c'est ma crédibilité qui est engagée et la confiance tout simplement que me font mes collaborateurs. Donc, premier geste questionner, second geste argumenter, troisième geste conceptualiser, sachant qu'il y a cette idée que conceptualiser, vous savez, c'est voilà, d'abord choisir les mots justes et surtout être en capacité de leur donner du sens. Hein, c'est toujours être en capacité de se dire qu'est-ce que je dis quand je dis ce que je dis. Voilà, et donc les organisations, elles sont, comme vous le savez, pleines de jargon qui fait que voilà, on a des gros mots plein la bouche qui ne signifient plus grand-chose, malheureusement, et donc qui sont, sinon de peu d'effet sur le réel, du moins d'un effet très, très appauvri et surtout étroit. Hein, c'est-à-dire que ça laisse plus beaucoup de liberté de pensée et de liberté d'action. Donc, nous, on travaille dans cette circulation entre questionner, argumenter, conceptualiser, avec cette idée que, et ça, c'est peut-être ce qui peut le plus choquer au début quand on se présente, quand on présente la chose, que penser, ça s'apprend, et dialoguer aussi. Puisque nous, on est reparti de cette pratique du dialogue. Alors, on dit qu'on la trouve chez Socrate, cette pratique du dialogue. On en discute souvent avec mon associé et on tombe assez souvent d'accord sur le fait que est-ce que c'est vraiment du dialogue que faisait Socrate? Pas sûr, pas sûr. Mais bon, c'est comme ça que les a nommés Platon, ou qu'on les a nommés a posteriori. Donc, mais nous, en tout cas, on croit beaucoup à cette pratique du dialogue. Et on croit surtout que ça s'apprend. Donc évidemment, ça peut être un peu choquant quand on se présente dans les entreprises en disant à nos clients on va vous apprendre à penser, on va vous apprendre à dialoguer. Alors, on ne le dit jamais exactement comme ça, parce que vous imaginez bien que sinon, on nous rétorquerait, vous êtes gentil, mais la porte, c'est par là, on ne vous a pas attendu pour réfléchir. Simplement, comme ça a déjà été dit dans d'autres ateliers, et notamment dans la très belle conférence de Laurent ce matin, les entreprises réfléchissent. Évidemment, mais elles ont une réflexion qui a une finalité très spécifique, très particulière, qui est qu'on réfléchit pour agir, on réfléchit pour solutionner, et on réfléchit, comme tu le disais, Eric, pour obtenir un résultat court terme, qui est souvent un résultat financier. Voilà. Et donc, nous, on vient proposer d'élargir cette capacité à réfléchir à d'autres considérations et à ouvrir une autre temporalité dans la réflexion. Donc, ce n'est pas chose facile parce qu'il y a l'idée de comment on rend accessible une autre façon de penser, surtout comment on rend accessible penser par soi-même. Parce que quand j'ai dit apprendre à penser, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, bien sûr, on réfléchit tous les jours, et donc a fortiori dans les entreprises, mais on s'assoit un peu sur le fait de penser par soi-même. C'est-à-dire que ça va toujours plus vite, c'est toujours plus efficace, entre guillemets, mais on pourra revenir sur cette question de l'efficacité, d'avancer sur la base d'évidence, de certitudes, qui ne sont pas toujours les nôtres au sens où on ne les a pas toujours examinées de près, on les a héritées de notre société, de notre éducation, de notre entreprise, et donc on avance avec ça, mais il n'y a pas toujours beaucoup de pensée par soi-même dans les organisations. Et nous, on vient essayer de faire cette proposition de l'autonomie de pensée, d'une certaine manière, mais pas d'un penser par soi-même qui soit en opposition ou qui vienne menacer le collectif, parce qu'on accorde aussi beaucoup d'importance aux pensées ensemble. Et ça, je pense que c'est un peu nouveau, au sens où, quand on est un philosophe universitaire, que j'ai été, on pense beaucoup seul. Alors, seul, bien sûr, je pense avec mes livres. Hein. J'ai beaucoup pensé avec mes livres. Et si on veut, par métaphore, j'ai beaucoup dialogué avec les philosophes que j'ai lus.
Et puis on peut dialoguer avec ses collègues de laboratoire, hein, bien sûr. Mais néanmoins, la pratique de la philosophie dans les universités, elle est assez solitaire. Et elle l'est d'autant plus que, et je suis prête à être confrontée sur ce point, j'ai observé qu'il y avait quand même, et c'est pas un reproche plus qu'à d'autres, parce que je sais pas si on peut tous bien s'en prémunir, il y a de l'entre-soi. C'est-à-dire qu'on a l'impression de dialoguer avec d'autres, bien sûr, mais on dialogue avec d'autres philosophes qui ont les mêmes références que nous. Et donc, c'est un peu de la même manière que je trouve qu'on est aujourd'hui dans une société où les médias parlent aux médias, il y a un peu cette tendance-là dans la recherche universitaire. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de faire quand on se met dans les organisations, c'est comment, tout en invitant à penser par soi-même, on n'oublie pas que, d'une certaine manière, on ne peut jamais aussi bien le faire qu'en pensant ensemble. Et ça aussi, ça s'apprend. Donc, c'est ce qu'on met, nous, dans le dialogue. C'est comment est-ce que je vais regarder ma capacité à penser avec d'autres, en évitant plutôt, pardon, l'écueil de la pensée unique. Donc, tout le défi qu'on essaye, nous, de relever, je pense, hein, c'est de recréer de la communauté de pensée au sens fort. C'est-à-dire qu'une communauté de pensée qui vient du fait qu'il y a d'abord de l'autonomie de pensée. Donc, ce n'est pas un petit défi, je vous l'accorde. Je ne sais pas si on le relève toujours très bien. Il y a des choses qui réussissent, il y a des choses où on est moins satisfaite. Évidemment, hein, on a toujours à l'esprit, en tout cas, on s'en parle régulièrement, est-ce qu'ils font du philosophie washing? Il y a eu du greenwashing. Est-ce qu'ils font du philosophie washing? Est-ce qu'ils veulent nous utiliser pour faire passer des messages? Alors, c'est vrai que nous, comme on n'est pas salarié de nos clients, comme tu as pu l'être, Thibaut, on se retrouve assez rarement, je pense, dans cette position du sophiste qui doit enseigner la philosophie de l'entreprise. Nous, on s'en garde et on est très clair avec nos clients dessus, parce qu'évidemment, il y en a toujours un ou deux qui tentent de dire, vous pourriez dire, je pense que c'est important qu'ils entendent que, et donc ils veulent qu'on passe des messages à leur place. Et on est toujours très attentif à ça. On leur dit, alors, si vous voulez leur dire, dites-le leur vous. Mais nous, on va faire passer aucun message pour vous. On va apporter un éclairage philosophique sur l'enjeu qu'on a qualifié ensemble. Et là, on assume que c'est notre parti pris philosophique, c'est-à-dire que moi, à chaque fois que je commence une conférence, un atelier, un séminaire, et que je partage cet éclairage philosophique que j'ai préparé sur le sujet, je leur dis, c'est ma façon à moi de traiter ce sujet. Ça n'est pas la vérité et ça n'est pas exhaustif. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous en prie, discutons-en. Hein. Donc, voilà, on essaye d'être au milieu de tout ça, vous voyez. Alors, moi, je suis ravie de constater, grâce au témoignage d'Éric, que la philosophie pratique, en fait, elle ne nous a pas attendu pour commencer ou recommencer, puisque toi, c'est dès 99 que tu as monté Magis. Je pense à Oscar Brénifier qui officie depuis longtemps, et puis à Eugénie Begleris aussi qui fait de la consultation philosophique. Vous pourrez aller regarder. Mais je suis ravie qu'on puisse discuter de ça aujourd'hui, parce que c'est une pratique qui est encore, j'ai envie de dire, balbutiante et qui pourrait encore se structurer et se consolider. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Marion, pour ces positions, ces propositions tout à fait stimulantes, hein, qui vont aussi donner du grain à moudre. Xavier, je te donne la parole maintenant. Merci beaucoup de cette invitation. Je voudrais essayer d'exposer ma pensée de manière la plus claire possible. Donc, je vais essayer d'être parfois un peu structuré dans les différentes évolutions qui va nous amener jusqu'à la philosophie d'entreprise, ou telle qu'elle est appelée aujourd'hui. Pour cela, je voudrais ramener quelques éléments qui sont importants sur la dimension philosophique à proprement parler. Pour ça, je m'appuie de différents travaux que j'ai pu publier sur le sujet, et je vais le faire de manière très simple, mais pour que vous me suiviez globalement dans cette évolution de la pensée et que vous compreniez mon argumentation, qui effectivement, comme parfois j'ai pu l'écrire avec des éléments
un peu contestataire contre la philosophie en entreprise, ou pourquoi est-ce que ça n'a pas de sens d'avoir de l'entreprise et de la philosophie ensemble d'une certaine manière. Je vais l'expliquer. En 1851, Schopenhauer publie un pamphlet. Et dans ce pamphlet, il explique, contre la philosophie universitaire, il explique qu'il se dresse à ce moment-là contre l'enseignement de la philosophie tel qu'il se pratique à l'université. Il dit de manière très claire qu'elle devient abstraite, qu'elle devient théorique. Et ce n'est pas la première fois qu'il se dresse contre ça, puisque Schopenhauer, dans la philosophie du droit, il dit, comme chez les Grecs, je le cite, hein, comme chez les Grecs, exercée comme un art privé, elle a une existence officielle. Elle a une existence officielle qui concerne notre public, qui concerne donc le public. Elle est principalement ou exclusivement au service de l'État. Et donc, il s'inquiète, il le rejette, il se questionne sur ce sujet-là. Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui, avec une mainmise peut-être moins importante de l'État, à nous demander si l'État, dans notre espace contemporain, ne serait pas remplacé par les entreprises. C'est très visible d'un point de vue chiffré, d'un point de vue économique. Et s'il ne faudrait donc pas justement être contre la philosophie d'entreprise si elle est finalement au service de quelque chose et finalement à quoi elle sert, l'entreprise. Au service de quoi elle est, l'entreprise. Et c'est ça qui est l'élément déterminant, parce que philosophie d'entreprise est probablement une bonne chose, la question, ou en tout cas de bons principes, de bonnes pensées, mais la question, c'est au service de quoi elle est, l'entreprise. Et on peut se poser cette question, en effet, puisque depuis une dizaine d'années, on ne cesse de voir des philosophes d'entreprise, en effet, des séminaires d'entreprise, des agences de philosophie, des consultations philosophiques d'entreprise. On a toutes ces dimensions qui arrivent, qui émergent, et on se demande finalement, est-ce que l'on est en train de servir l'entreprise ou est-ce qu'on est en train de servir le bien commun? Et si ce n'est pas le bien commun, quel type de bien? Est-ce que c'est un bien personnel, un bien privé? Et à ce titre-là, la philosophie doit questionner. En fait, Schopenhauer, s'il critique avec tant de virulence la philosophie universitaire, c'est parce qu'elle n'est plus un mode de vie que les philosophes antiques l'avaient dessiné. Les philosophies antiques le dessinent de manière très claire, et c'est pour ça aujourd'hui on parle de philosophie pratique, mais en fait, la philosophie pratique, il n'y a pas d'autre type de philosophie. Éventuellement une philosophie théorétique aristotélicienne, mais passons là-dessus. Stoïciens, épicuriens, cyniques sont effectivement au cœur de cette philosophie antique, et à cette période, en effet, les vrais philosophes étaient ceux qui mettaient en cohérence leurs paroles de sagesse en actes. Alors, de nombreux critiques s'élevaient contre ceux qui ne s'occupaient pas finalement de la formation éthique de leurs disciples à cette époque-là, et ne s'engageaient pas réellement dans un mode de vie philosophique. Platon, d'ailleurs, c'est très très connu, vous connaissez ça tous, mais je le rappelle très, très brièvement, expliquait que s'il avait cherché à jouer un rôle à Syracuse lorsqu'il part, c'était pour ne pas passer évidemment à ses propres yeux comme un beau parleur, incapable d'agir, et donc il part évidemment au chevet, si l'on peut dire, du tyran. Polémon se moquait des professeurs qui cherchaient à se faire admirer pour leur habileté dans la dialectique et la rhétorique, et qui se contredisaient évidemment dans la conduite de la vie, dans la vie privée à proprement parler. L'enjeu alors était clair. Il ne s'agissait pas de penser correctement, de penser éthiquement, de penser finalement avec une sorte d'éthique ou de bienveillance, mais véritablement de faire le bien. Et cette dimension-là est fondamentale. On n'est pas en train de rechercher l'éthique. L'éthique également n'est probablement qu'un moyen pour accéder à quelque chose d'autre. Et si la philosophie est une combinaison entre théorie et pratique, puisqu'il y a les deux, on n'a pas la possibilité de pratiquer correctement si nous n'avons pas une bonne théorie, comme nous n'avons pas une bonne théorie sans pratique également, et les deux sont évidemment fondamentales, eh bien, c'est cette dernière qui est la plus importante. C'est toujours la pratique qui est la plus importante dans l'Antiquité. L'histoire de la philosophie est faite, je passe là-dessus, mais faite de réappropriation, comme vous le savez, que ce soit par des religions, que ce soit par la fonctionnalisation de l'enseignement. C'est d'ailleurs à partir du Moyen-Âge, et on va avoir une conséquence de ça qui arrivera jusqu'à Schopenhauer, qui va la critiquer. Vous connaissez tous le mot de Whitehead quand il dit que finalement la philosophie n'est aujourd'hui que des notes en bas de page. Eh bien, cette dimension-là est importante à voir puisque son intégration universitaire a fait d'elle une discipline qui s'est en quelque sorte dégagée du quotidien. Elle est moins destinée à se pencher sur le comment vivre qu'à commenter des textes, comme je l'ai dit avec Whitehead. Ça ne signifie pas qu'il y a une absence de mode de vie, si vous voulez. Ça ne signifie pas qu'elle s'est arrêtée et nous avons aujourd'hui encore des philosophes contemporains qui pratiquent. J'étais ce matin en visioconférence avec Richard Schusterman, par exemple, qui est un philosophe vivant de la philosophie pratique.
en visioconférence. Il était en Floride et ça date à peu près d'Emerson, Thoreau, Stanley Cavell, etc., qui est aussi encore un philosophe vivant. Et puis pour ceux qui sont les Français, Foucault, Sartre, etc., nous montrent que la philosophie peut être encore une manière de vivre d'un point de vue contemporain. C'est-à-dire que tous ces philosophes-là sont dans une philosophie pratique, de manière très claire. Quand Foucault parle des prisons, quand Foucault parle de la folie, quand Foucault parle des hôpitaux, on est dans une philosophie pratique. Lorsque Sartre s'engage politiquement, il est dans une philosophie pratique. Il s'agit de transformer à ce moment-là, de manière très concrètement, la société telle que lui la voit. Il est cependant tout à fait clair que la manière de vivre se tourne vers la sagesse, le combat des passions, le combat des désirs, la lutte contre le pouvoir, la gloire, l'argent, tout ce que finalement les philosophes antiques vont décrier. Et il s'agit alors de viser, pour reprendre un mot foucaldien, une esthétique de l'existence qui décentrée vis-à-vis des structures normatives qui sont régies par l'environnement social et économique. Autrement dit, le mode de vie philosophique cherche à développer de nouvelles attitudes face au monde. Et ça, c'est très important pour nous dans notre sujet de la philosophie en entreprise, de nouvelles attitudes face au monde, pour tenter de vivre à minima du mieux possible, ou en tout cas du moins mal possible. Alors que l'existence quotidienne apporte son lot d'obstacles en entreprise comme ailleurs, mais aussi en entreprise, de difficultés, de tristesse, de soubresauts, de frustration, de stress, qu'il s'agit de gérer tout le temps, en permanence, et encore une fois, professionnellement comme dans la vie privée. Eh bien, depuis 2500 ans, il y a des philosophies qui se mettent en place pour ça. Et c'est ce qu'on appelle, à proprement parler, c'est sur ce sujet que j'ai fait ma thèse, la pratique des exercices spirituels, que les philosophes antiques ont cherché à aider leurs contemporains de manière claire à ce moment-là, qui est toujours valable, toujours d'actualité, qu'il soit méditation, dialogue, discussion, lecture, écriture, et ils aident finalement celui qui les intègre, celui qui les met en œuvre. Mais attention, c'est une école de philosophie, c'est-à-dire que si je prends l'école pythagoricienne par exemple, on parle de 5 ans pour le niveau d'apprentissage. Pendant ce temps-là, on ne parle pas, on est dans le silence, derrière un rideau. C'est de très, très longues pratiques. Ce n'est pas 2 heures, ce n'est pas 5 heures, ce n'est pas 25 heures non plus. Ce sont des années de pratique pour pouvoir changer sa posture vis-à-vis de l'existence. Et le praticien considère désormais le caractère vain de la possession, l'absence d'intérêt pour l'éphémère, se détache des préoccupations matérielles comme émotionnelles, qui finalement ne dépendent pas de lui, comme pourrait dire un stoïcien. Quand on regarde cette participation de la philosophie au cours des différents siècles, il est assez difficile d'imaginer la philosophie d'entreprise venir sur ce terrain, de la recherche de la sagesse, de la pratique d'exercices spirituels, quand l'enjeu de l'entreprise est l'accroissement de la performance, l'obtention de parts de marché, le développement d'un rendement préférable ou l'accroissement de la productivité des équipes. Dès lors, quel est le but de la philosophie en entreprise? Est-ce que c'est pour améliorer des objectifs? Est-ce que c'est pour distiller un semblant de réflexion, puisqu'on ne peut pas avoir une réflexion en quelques minutes, quelques heures, même quelques semaines? C'est forcément un temps long, nous le savons tous, de prise de hauteur à l'occasion d'une clôture de séminaire pour faire bien, mais finalement, quel est l'objectif final de l'avoir convoqué pour l'objectif final de l'entreprise, comme je le disais au début? Il n'y a pas de doute que les techniques de la philosophie peuvent avoir un intérêt considérable pour l'entreprise. Et il y a de nombreux consultants en philosophie qui n'hésitent pas à mentionner des utilisations comme la maïeutique pour mieux comprendre les clients, les employés, proposer des méthodes de discernement pour un meilleur dialogue social avec les uns et les autres. Parfois, on a une abondance de citations des anciens sous toutes leurs formes pour promouvoir une forme de coaching ou de développement personnel. Tout ça, finalement, à quoi bon? Et nous sommes clairement très loin de l'enjeu de la philosophie à ce moment-là. D'autant que ces conseils, ces propositions s'effectuent évidemment sous couvert d'une transaction commerciale, dans un but qui est celui de l'amélioration de la performance de l'organisation. Et comment pourrait-on croire l'inverse? Comment pourrait-on croire qu'on va faire venir dans une entreprise quelqu'un qui ne va pas permettre l'accroissement de la performance? Et finalement, est-ce qu'on a déjà vu des interventions en entreprise, claires, longues, sur le temps long, payées par celle-ci, qui pourraient inciter à la démission, qui pourraient inciter à remettre l'ordre établi, qui pourrait inciter à la rébellion? Je vous rappelle que c'est les tenants et les aboutissants de la philosophie, de remettre en cause l'ordre établi, qu'il soit cynique, qu'il soit stoïcien ou qu'il soit épicurien, pour ne parler que de ces 3 écoles. Comment pouvons-nous penser un instant que Google développe son programme de mindfulness, pour prendre un exemple à part, au sein de son organisation,
s'il ne s'agit pas d'améliorer la productivité de l'entreprise. Cela a été prouvé de nombreuses fois parce que, lié au stress, on pouvait diminuer ce stress grâce à cela et il y avait une forme de mieux-être. La philosophie ne peut pas être au service de l'entreprise. C'est l'inverse qui doit être juste. Et donc, à ce titre-là, la table ronde, évidemment, a un énorme sens. Dans quelle mesure retournons-nous les termes entre la philosophie au service de l'entreprise ou, au contraire, l'inverse, l'entreprise au service de la philosophie, c'est-à-dire au service d'un mieux-être, du bien commun, du mieux vivre. Et à ce titre, la finalité pratique prend tout son sens, évidemment, car il s'agit d'utiliser l'entreprise comme un moyen d'accès à ce bien-être, à cette possibilité. À titre d'exemple, le développement de travaux sur une philosophie critique de l'innovation, que je connais un peu mieux, et de l'innovateur, est tout à fait dans cette disposition. L'enjeu des travaux de recherche à ce moment-là et d'enseignement est de viser un développement de propositions qui ne nuisent ni à l'humain, ni à l'environnement, ni à la société dans son ensemble à travers de nouvelles propositions d'innovation, et peu importe si cela est plus contraignant pour l'entreprise qu'innover sans responsabilité. En publiant, en transmettant un savoir philosophique sur un thème tel que celui-ci, par exemple, en vue de porter de nouvelles solutions pour l'entreprise, alors on peut considérer qu'il y a de la philosophie. Mais c'est au prix évidemment de centaines d'heures, si ce n'est pas des milliers d'heures de recherche, de travaux avec les entreprises, mais aussi sans les entreprises, l'articulation théoria-praxis, que vous connaissez tous, qui est fondamentale, parce que sans la théoria, ça n'est pas possible d'imaginer une praxis, et la praxis s'appuie forcément sur une théoria en même temps. Eh bien, le travail d'un philosophe, c'est évidemment se confronter au réel. Mais c'est aussi penser le réel, ce qui demande évidemment un travail long, fastidieux, engageant. Et laisser croire que la philosophie, c'est parfois une affaire de citation, parfois décontextualisée, ou de bonnes formules associées à un questionnement frappé plus ou moins au coin du bon sens, ça ne sert pas vraiment la philosophie. Et donc, l'entreprise ne peut pas être servante de la philosophie. Que les entreprises, et on va ouvrir peut-être le mot, mais pour finir, que les entreprises aient besoin de croître, de générer des bénéfices, d'améliorer leur processus et leur productivité, c'est une évidence. Les entreprises, c'est leur but, créent un tissu économique et social déterminant, fondamental. Est-ce qu'elles ont besoin d'aide pour cela? En conseil en stratégie, de conseils pour mieux gérer leurs problématiques humaines, économiques. Il n'y a aucun doute là-dessus, et il le faut. Et le recul des consultants qu'ils possèdent, leurs compétences, est une grande utilité pour elles, et il faut promouvoir ce développement des organisations. Est-ce pour autant à la philosophie de se retrouver dans ces arcanes, d'utiliser ces techniques, qualités dans un but d'intérêt privé? Si la philosophie doit demeurer un mode de vie, ce que j'expliquais au début, alors est-ce que c'est vraiment à l'occasion d'un workshop ou d'une conférence? Nous avons à respecter l'entreprise, son rôle, ses apports qui sont déterminants, indispensables. Mais ce respect n'est pas moins valable non plus pour la philosophie. Et loin de les écarter, elles peuvent tout à fait cohabiter, même s'entraider, dès lors que la fin est bel et bien la fin pour la société, pour l'organisation et le bien commun. Ainsi que ça se développe, on voit évidemment les questions sur l'innovation responsable, mais Erwan a publié un article, un chapitre dans du développement de l'esprit critique des business développeurs, Laurent Bibard, la gestion entre éthique et politique qu'il avait développé. Ça existe. Ou Ghislain Deslandes également qui a publié sur les questions du management à ce sujet-là, tout à fait pertinente. La philosophie d'entreprise, telle qu'elle semble être aujourd'hui, n'a aucun sens philosophique. Alors, ça peut être autre chose, et ça, c'est très bien, mais ça n'a pas de sens philosophique. La philosophie ne sera jamais achetable ni commercialisable. C'est un usage superficiel de la philosophie, qui est en fait pour un enjeu de profit, de communication, peut-être du sophisme, comme on l'appelait auparavant, mais ça n'est pas ça. Pourtant, nous aurions tous à gagner au développement d'une pensée philosophique pour penser à nouveau frais l'entreprise. Et donc, que l'entreprise soit au service de cette philosophie. Non pas pour aider forcément celle-ci, mais comme je l'ai dit, pour qu'elle soit dans une aide à la finalité de la philosophie. Ainsi, il faut s'interroger. Comment des organisations peuvent aider au bien commun? Comment des entreprises peuvent aider à lutter contre les passions, les désirs, le pouvoir, les promotions, les augmentations, tout ce que l'on sait, qui sont toujours vains et éphémères? Ce sont des questions philosophiques fondamentales que l'on a besoin d'aborder près des entreprises. Est-ce qu'elles sont prêtes à cela? Et qui serait prêt également à porter ces propos de manière désintéressée? C'est globalement ces différentes dimensions que je souhaitais partager avec vous. Merci beaucoup, Xavier. La philosophie en entreprise ou ailleurs, hein, je crois qu'on va tous être d'accord au moins sur ce point-là. C'est le débat, le dialogue, le désaccord, la discussion. Je crois qu'on a beaucoup d'éléments de discussion. Parce qu'il est, après
la touche finale, le contrepoint qu'offre Xavier. C'est très intéressant. J'ai déjà plein de réactions sur le chat. Je sais que Thibaut souhaite aussi réagir. Je t'ai vu lever le doigt tout à l'heure. Et je pense que vous allez tous aussi engager la discussion entre vous. C'est ce que j'espère. C'est ce qu'il faut pour la table ronde. Juste avant, j'aimerais bien, moi-même, effectivement, quand je vous ai écouté, quelque chose m'est apparu, notamment aussi après l'intervention de Xavier, qui semble peut-être orthogonale par rapport aux autres intervenants. Mais en fait, j'ai l'impression que vous êtes tous d'accord sur l'idée que la philosophie, c'est un mode de vie, et un mode de vie qui vise le bien-être. Et alors là, je vais jouer la mouche du coche, et je vais... voilà. Est-ce que c'est forcément le cas? Est-ce qu'il faut forcément considérer que, justement, là, il y a plein, comme tu le disais, rappelé Xavier, même du temps de Platon, on n'était pas forcément d'accord avec l'idée que la philosophie soit effectivement un mode de vie qui nous mène vers un état meilleur ou qui mène collectivement vers un état plus désirable. Il y a aussi toute une dimension technique de la philosophie, cette dimension universitaire qui n'a pas forcément très bonne presse. Est-ce qu'il faut l'oublier? Est-ce qu'il faut forcément oublier toute cette dimension technique? Parce qu'à priori, je ne sais pas, la métaphysique de Leibniz sur les monades, ce n'est pas forcément directement lié à l'atteinte d'un bien commun. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est totalement désincarné et qui serait tout à fait inappropriable par les entreprises? Donc voilà, ça, c'était mon petit apport. Vous en faites ce que vous voulez maintenant. Je vous laisse la parole à tous et je commence déjà par la redonner à Thibaut puisqu'il avait manifesté le souhait de réagir. Non, j'ai cru que tu avais levé le doigt. Si, ton micro. Oui, pourquoi pas. On va dire que j'avais levé le doigt. Donc, je signalais juste un moment, c'était dans ce que disait Xavier. Alors, je ne sais plus exactement ce qu'il disait à ce moment-là, mais que si on avait des exemples. Je crois que c'est Xavier qui disait a-t-on seulement un exemple d'entreprise qui paierait un philosophe, si je puis dire, pour lui dire des choses qu'elle ne veut pas entendre ou qui la contredisent frontalement? Bah oui, ça peut se trouver justement. Ça peut se trouver et l'entreprise ne paye pas seulement des gens pour aller dans son sens, elle peut également, alors à un autre degré, considérer que les critiques lui sont favorables et que ne serait-ce que manifester son ouverture aux critiques, c'est un bénéfice en termes d'image. Et clairement, typiquement, l'entreprise, moi qui m'employais, c'était son calcul. Le calcul de l'entreprise consistait à dire, en embauchant quelqu'un, on va dire, avec le crédit de la philosophie, avec la réputation d'indépendance qui est attachée, je vais pouvoir afficher le fait que chez nous, nous sommes ouverts à la critique et on favorise la critique en interne. Et voire même, ça pourra même faire venir des gens de l'extérieur chez nous, en termes pour développer l'attractivité de l'entreprise, montrer que chez nous, justement, on attache une grande ouverture à la critique. Alors, très bien, pourquoi pas? Donc, des patrons éclairés, si je puis dire, ça peut exister. En revanche, il y a une limite assez claire, c'est que je me suis assez vite aperçu à l'expérience qu'en fait, il y avait les critiques autorisées et puis il y avait les critiques un peu plus incisives, non autorisées, si je puis dire, sur lesquelles on m'invitait, sur ce type de critique, à les réserver au comité de direction, aux membres du directoire en l'occurrence. Et donc, il y a critique et critique. Et là, ça deviendrait intéressant. C'est-à-dire, voilà, il y a les critiques qui peuvent être formelles, permettant de renforcer l'organisation, permettant à l'organisation de devenir plus cohérente. Et souvent, c'est ce que on va rechercher chez le philosophe quand on va lui demander de critiquer l'organisation pour mesurer les écarts entre la théorie et la pratique. Donc ça, c'est une chose. Il y a des critiques qui sont bénéfiques à l'entreprise. Et puis, il y a des critiques qui peuvent être un petit peu plus mordantes, incisives. Et c'est sur celles-là, il ne faut pas s'interdire naturellement de les verbaliser, quitte à se faire mettre dehors vertement. Eric, vous souhaitiez intervenir également? Oui, ok. Bon, alors, j'ai bien entendu les témoignages. Merci Thibaut, Marion et Xavier pour ce que vous nous avez dit. Alors, moi, je trouve que c'est très intéressant que cette conversation, que cet échange, cette table ronde ait lieu en ce moment. On est là tous derrière nos écrans. On est en train de vivre un bouleversement assez fondamental, je crois, dans beaucoup de nos pratiques, y compris professionnelles. La preuve. Et je me dis, est-ce que le moment est à la poursuite des idéologies ou est-ce qu'elle n'est pas à un peu plus de pragmatisme?
Et ce dont je me rends compte, en particulier depuis 22 ans que je fais ce métier avec ma boîte, la Magis, c'est de dire finalement qu'est-ce qui est intéressant. Est-ce que ce qui est intéressant, c'est les principes, ou est-ce que ce qui est intéressant, c'est la préoccupation des… alors pour nous, ça devient des clients, mais tant pis, il y a une dimension commerciale dont vous ne nous voudrez pas trop, j'espère. Moi, je crois qu'il faut il faut se dire que s'il y a des gens quelque part sur la Terre, éventuellement à la tête ou pas à la tête d'entreprise, qui se posent des questions et que quelque chose qui aujourd'hui s'appelle la philosophie peut apporter des pistes de réponse, je ne vois pas pourquoi on l'exclurait dans un sens ou dans l'autre. De la même façon que je suis tout à fait pour la poursuite d'une réflexion et peut-être l'identification de nouveaux courants philosophiques qui seraient plus contemporains que ceux qu'on peut citer, parce que c'est ceux qu'on connaît de l'Antiquité. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai vu un peu aussi le chat là, qui parlait un petit peu d'une philosophie utile. Moi, je pense qu'aujourd'hui, où tout est en train de devenir, je ne vois pas pourquoi la philosophie resterait sur un piédestal. Et je pense qu'en tant qu'utile, elle peut effectivement l'être et elle peut apporter une quantité invraisemblable de réponses. Elle les a déjà apportées, elles sont écrites dans des bouquins et elle peut les apporter parce que les gens vont continuer à penser. Ou, moi je préfère réfléchir, mais enfin bon, allons-y pour prendre. J'aime encore mieux méditer, mais enfin bon, restons au niveau réfléchir si vous voulez. Voilà. Et je pense que si la philosophie permet aux gens de réfléchir peut-être augmentation de salaire, je m'en fous, de réfléchir peut-être chiffre d'affaires, et peut-être de réfléchir aussi comment est-ce qu'on va utiliser les surplus pour aider des immigrés, très bien. Réfléchir. Et je crois que c'est le truc de la philosophie, depuis toujours, ça a été de permettre aux gens de réfléchir aux situations, aux difficultés, aux enjeux dans lesquels ils étaient. Merci beaucoup, Eric. Marion, si tu voulais aussi intervenir. Oui, Erwan, brièvement, parce que j'aimerais qu'on puisse rapidement revenir vers le chat et les questions ou les commentaires des participants. Je trouve que Xavier formule quelque chose de fondamental disons, une objection ou un reproche, je ne sais pas comment le dire, moi, qui m'a déjà été adressé quand j'ai quitté l'université. Quand j'ai dit que j'allais faire de la philosophie dans les entreprises, j'ai quelques collègues qui m'ont souri et qui m'ont dit alors donc tu t'arrêtes la philo. En fait, tu arrêtes la philosophie. Voyez. Donc, c'est intéressant parce que fondamentalement, j'ai l'impression qu'une des questions qu'il faut qu'on adresse, c'est ultimement la question de savoir c'est quoi la philosophie. Parce que je veux dire, c'est, vous voyez, c'est qu'est-ce que devrait être la philosophie pour que ce que nous faisons, nous, dans les entreprises, n'en soit pas. Tant qu'on n'a pas répondu à cette question-là, on peut, je veux dire, on peut débattre pendant des heures. Mais donc, je vois bien, si vous voulez, qu'on hérite d'une certaine conception et pratique de la philosophie. En fait, ce qui reste, enfin, malgré les références, les renvois à quelques personnes que Xavier a faites, il y a peut-être des philosophes encore praticiens aujourd'hui, mais enfin, je veux dire, il faut dire ce qui est. La philosophie est surtout devenue une discipline universitaire avec sa puissance d'abstraction. Bon, très bien. Est-ce qu'on a du mal à envisager qu'il puisse y avoir d'autres pratiques de la philosophie que celle-ci ? C'est-à-dire, est-ce que finalement, il y a une version puriste de la philosophie et puis tout ce qui n'en est pas est une version dévoyée? Je pense que ça se discute vraiment. Et je me demande si, voyez, si la seule manière qu'a la philosophie de ne pas être récupérée, instrumentalisée, dévoyée, c'est qu'elle parle toujours du dehors, c'est-à-dire qu'elle soit toujours le dehors du politique, le dehors de l'entreprise. Je me demande dans quelle mesure elle n'est pas condamnée à se parler à elle-même, condamnée à l'illusion de penser la vie, alors qu'en fait, elle lui tourne le dos. Donc, moi, je ressens vraiment, si vous voulez, j'en ai un peu marre de cette binarité, c'est-à-dire c'est soit t'en es, soit t'en es pas. C'est la philosophie ou l'entreprise. Voilà, il faut choisir. Et je terminerai en revenant sur ce sur quoi nous interpellait Xavier. Est-ce que utiliser la philosophie pour des intérêts privés, littéralement, c'est ce que j'ai noté. Hein, encore une fois, vous voyez, pour moi, c'est faire
c'est mettre une frontière là où en fait on pourrait voir un peu plus de porosité, parce que les organisations privées, elles sont pas hors sol, elles sont plein pied dans une société dont elles décident du destin. Et donc on peut aussi supposer qu'en œuvrant dans ces organisations, donc pour des intérêts privés, il y a une sorte d'influence indirecte, voyez, au service de l'intérêt public, parce que si on arrive à modifier au fur et à mesure des années, et là je vous rejoins Xavier, ça va peut-être prendre très longtemps, peut-être qu'on sera même pas là pour le voir, mais il faudra pas regretter de ne pas avoir commencé à rendre les entreprises philosophantes pour que petit à petit elles se mettent vraiment au service d'un idéal de société. Donc je militerai pour un peu plus de pensée inclusive. Merci beaucoup, Marion. Donc, des philosophies au pluriel, et plutôt que de savoir ce qu'est la philosophie, finalement, ce que sont les philosophies, ou plutôt ce qui pourrait ne pas être la philosophie, vraiment, est-ce qu'on peut poser la question? Xavier, je te laisse quand même la parole avant de passer aux questions du chat. Oui, alors tu l'as mentionné, Erwan. Moi, je suis prof dans une business school. Hein. C'est-à-dire que j'ai tous les jours et toute l'année à peu près 800 à 900, voire 1000 étudiants que je vois, à qui je parle de manière très concrète. Je vous donne un exemple simplement qui m'est simplement arrivé hier. Quand je fais un cours de philosophie et stratégie pour l'innovation responsable, et qu'à la fin de la séance, on finissait le cours, une jeune fille qui est pharmacienne qui vient me voir et qui me dit j'ai complètement adhéré à vos propos, je comprends, etc. etc. Est-ce que vous pouvez me citer une ou deux entreprises pharmaceutiques dans lesquelles je peux travailler, parce que je ne veux pas travailler dans une autre que celle-ci maintenant. C'est-à-dire que l'action, elle est extrêmement concrète, elle est extrêmement claire, je ne suis pas hors sol. Alors, je n'ai pas précisé non plus que j'ai travaillé pendant 15 ans, j'étais directeur marketing dans des entreprises, Unilever, le Club Med, Nestlé également. Donc je vois ce que sont les entreprises. Simplement, ma caisse de résonance, elles sont les étudiants, ce sont ceux qui sont en train de mettre en place. Et donc, le fait de qualifier le philosophe de hors-sol, quand on est dans une business school, quelle qu'elle soit, hein, peu importe la business school que ce soit, et peu importe si c'est une business school ou pas, d'ailleurs, une université, vous avez des sciences de gestion, les IAE, etc., dans lesquelles il y a énormément de sens. C'est-à-dire que le public auquel je crois, ce sont les étudiants. Le public auquel je crois, ce sont ceux qui vont avoir les mains aux manettes, peu importe la taille de la manette, mais en tout cas aux manettes, et qui vont mettre ça en œuvre. C'est ceux auxquels je crois. Vous savez, il y a cette expression « why we do the thing we do ». Pourquoi est-ce que nous faisons les choses que nous faisons? Bien, quand vous posez cette question-là à des étudiants, ils vont vous dire pourquoi je fais ce que je suis en train de faire. Eh bien, peut-être parce que je veux trouver un travail, peut-être parce que ça va me plaire, peut-être, mais en tout cas, ils sont encore en questionnement. Quand vous posez la question à quelqu'un qui a peut-être 40, 45 ans en entreprise, les réponses vont être sacrément différentes. J'ai peut-être un emprunt, je n'ai pas le choix, je me trouve piégé, je veux une augmentation de carrière, je veux avoir du pouvoir, toutes ces dimensions-là. Cette question-là, elle est fondamentale, et il ne s'agit pas de voir le philosophe universitaire. J'ai parlé de la thèse que j'ai faite sur les exercices spirituels. Mon HDR concerne la question des entreprises, des organisations, dans lesquelles je mêle la question philosophique, et je tenais à ce que ce soit évidemment en philosophie, avec une question sur la question de l'innovation. Et cette dimension-là n'est pas du tout hors sol. Et quand on parle d'executive education, par exemple, quand on enseigne en executive education, quand on enseigne en MBA, par exemple, en MBA, on a face à soi des managers qui sont là, auxquels, évidemment, on peut évidemment challenger ces dimensions-là. Le côté philosophe dans sa faculté à Nanterre, je le dis naturellement puisque je suis formé à Nanterre, donc volontairement, c'est une université que j'apprécie beaucoup, ce n'est peut-être plus la réalité. Très bien, ok, merci beaucoup. On va passer aux questions dans la salle. J'avais une question d'Agnès pour Thibaut, mais j'ai l'impression que Thibaut, tu y avais répondu. Je ne sais pas si Agnès, vous souhaitiez intervenir pour poser une question. Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Hop, est-ce que vous m'entendez? On vous entend. Oui, ma question, en fait, je trouvais ça très intéressant qu'une entreprise, ça revient un peu à la discussion qu'il y a depuis tout à l'heure, c'est finalement, qu'est-ce qui a fait que cette entreprise s'est dit, ça a de la valeur alors je ne sais même pas pour qui d'ailleurs, pour eux, mais probablement pour plus grand que ça, d'embaucher vraiment à poste un philosophe, et quelles sont les caractéristiques de cette organisation pour que la parole ait pu y être libre.
et que le philosophe y ait pu y faire son travail? Voilà les questions que je me posais. Merci beaucoup. Alors Agnès, c'est une entreprise typiquement qui aujourd'hui est étiquetée libérée, les fameuses entreprises libérées. Et donc, à mon avis, simplement, elle souhaitait, on va dire, servir cette image en affichant le fait, mais il n'y avait pas que de l'affichage, mais en affichant notamment le fait qu'elle promeuvait en interne la liberté de parole et l'esprit critique de chacun. Et donc, il était quand même pour moi assez facile d'enseigner cette philosophie d'entreprise dans la mesure où, officiellement, elle promeuvait l'esprit critique de chacun et la capacité, elle souhaitait, elle affirmait en tout cas, souhaitait explicitement renforcer la capacité de chacun à diverger et à penser différemment des autres. Donc son intérêt, il était à mon avis à la fois en termes d'image et puis deuxièmement un patron qui considérait que tout ce qui permettait, que les critiques étaient bonnes, que avoir une organisation apprenante, c'était une organisation qui se remettait en question et qu'elle avait tout intérêt à former des managers philosophes. C'est comme ça qu'il le verbalisait, des managers, c'est-à-dire qui privilégient les questions sur les réponses dans son esprit. Et voilà, bon, il se trouve que par la suite, je me suis aperçu qu'il pouvait y avoir aussi un usage manipulatoire pour le coup des questions. C'est-à-dire que lorsque votre manager vous pose 20 fois des questions dans un certain sens, vous comprenez assez rapidement, même s'il n'a fait que poser des questions, là où il veut en venir. Merci Thibaut. Agnès, je pense que c'est une question très importante, effectivement, cette question des conditions d'accueil de la philosophie dans l'entreprise. Merci beaucoup pour cette question. Eric, je vais te redonner la parole, mais avant, j'avais une question de François Demarche qui avait noté dans le chat qu'il voulait intervenir. François, je laisse la parole. Ensuite, Eric et Laurent, je te donne la parole après. François? Voilà, ça y est, j'ai réussi à activer le son. Oui, alors, bon, moi, je trouve discussion très intéressante sur la question du rôle de la philosophie vis-à-vis de l'entreprise, comment se positionner, etc. En deux mots, je vais indiquer ce qui a été mon parcours personnel, mais en deux mots. Je me suis intéressé à la philosophie très tôt, en classe de quatrième. Voilà. Bon. Et puis, je suis tombé, je ne vais pas commencer par lire Marx, mais je suis tombé sur évidemment la pensée de Marx, je suis tombé sur les thèses sur Feuerbach. Et à un moment donné, effectivement, il y a une thèse qui a résonné, c'est les philosophes jusqu'à maintenant n'ont fait qu'interpréter le monde. Je pense que vous connaissez la phrase. Il s'agit maintenant de le transformer. Et ce qui m'a amené d'ailleurs à ne pas faire des études philosophiques, à ne pas me lancer dans une carrière philosophique, mais avec toujours la préoccupation philosophique, c'est-à-dire, je pense, la question de la pensée et la pensée critique en permanence. Et Marx lui-même n'a pas fait de carrière philosophique. Je pense qu'il a construit une philosophie. On peut discuter, on est d'accord, pas d'accord, la question n'est pas là. Mais il a refusé d'être philosophe, il a fait sa thèse de philosophie et après il s'est engagé autrement. Alors bon, dans des conditions aussi difficiles parce que on sait que, évidemment, par rapport à la monarchie prussienne, etc., c'était très difficile, etc. Bon, je passe là-dessus et la répression, etc. Mais la question qui se pose pour quelqu'un qui veut avoir une pensée philosophique, est-ce qu'il peut avoir cette pensée philosophique sans être nécessairement enfin en tout cas en n'étant pas uniquement un philosophe universitaire ou en n'étant même pas philosophe universitaire du tout. Et là, je pense à la question des interventions en entreprise. Moi, par exemple, il m'arrive d'intervenir en entreprise, mais pas pour l'employeur. J'ai fait un choix, alors qui est possible, compte tenu entre guillemets, mes compétences et de ce vers quoi j'interviens, mais c'est d'intervenir vers les représentants du personnel. Et donc d'intervenir pour les anciens comités d'entreprise, maintenant appelés les comités socio-économiques, et pour les CHSCT. Alors, les CHSCT permettent d'explorer la question concrète dans une entreprise de la souffrance au travail, mais en se situant ouvertement du côté des salariés, même si il faut garder une certaine objectivité, et c'est une éthique personnelle, mais en n'étant pas là pour, disons, répondre à l'employeur, enfin répondre aux besoins de l'employeur. Bon, je passe là-dessus. Et ça m'amène à une deuxième question. On n'en parle absolument pas ici. Il y a un mot qui est devenu tabou. Il y a des mots qui sont devenus tabous. À une époque, c'était la sexualité.
Maintenant, fort heureusement, elle ne l'est plus. Enfin, en tout cas, on n'hésite même pas à en parler en question philosophique. Il y a un mot et des mots qui sont devenus tabous, c'est les mots de classe sociale. On parle de l'entreprise, comme s'il y avait dans l'entreprise une communauté d'intérêts. C'est d'ailleurs ce que les employeurs souhaitent faire partager, l'idée qu'il y ait une communauté d'intérêts. Il faut intégrer les syndicats, il faut intégrer le personnel, une discussion, etc. Et la philosophie, dans ce cadre-là, peut jouer ce rôle, hein, quand les employeurs la sollicitent. Donc, c'est la question d'existence de classes sociales qui ont des intérêts contradictoires. Et donc, évidemment, c'est la pensée de Marx, ça. Mais c'est pas Marx qui a inventé l'histoire de la lutte de classe. La lutte de classe a été créée par des penseurs antérieurs, même des penseurs libéraux, et il l'a repris. Mais cette question a disparu. Donc, je voudrais intégrer ces questions-là. J'en parlerai un petit peu demain dans ma préparation, enfin dans ma communication sur l'utilisation de la pensée dialectique hegélienne marxiste pour penser l'économie, la politique et peut-être aussi les sciences de gestion. Voilà. Donc, je voulais avoir vos avis là-dessus. Merci beaucoup, François. Il y a Eric qui souhaitait intervenir. Je ne sais pas si tu souhaitais aussi intervenir sur ce point-là ou sur l'autre. Mais... Oui, c'était plutôt sur l'autre, mais je vais le raccrocher à celui-là aussi. Ah oui, pardon, ça marche? Oui, ça marche. Je vais le raccrocher à celui-là aussi. Je voudrais juste témoigner d'une petite chose. Souvent, dans les entreprises, c'est le rôle de la philosophie dans l'entreprise. Souvent, dans les entreprises, là où c'est difficile, c'est plutôt dans l'obtention de la bonne ligne et le fait de pouvoir émarger à une catégorie qui convienne à peu près, plutôt que dans l'adhésion des personnes. Et je pense qu'il y a, moi, ce que je voudrais dire par rapport à l'intérêt de l'entreprise en général pour la philosophie, c'est de dire que finalement, à chaque fois, et ça fait 22 ans que ça dure, qu'on a eu la chance d'intervenir pour n'importe quel type d'entreprise. Et donc, je viens un petit peu en complément de ce que disait tout à l'heure Thibaut. On a toujours trouvé un public plutôt intéressé, parfois assez fan. Et même, je voudrais juste dire ça, parfois, les félicitations essentielles étaient sur la partie philosophique de nos interventions. C'est tout. Merci Eric. Est-ce qu'il y a d'autres réactions à l'intervention de François? Moi, je crains de n'avoir pas tout à fait compris ce sur quoi il souhaitait nous faire réagir. Juste le dernier point sur la question de l'oubli, de la notion de classe dans l'intervention philosophique en entreprise. Est-ce qu'on peut saisir l'entreprise comme un tout? Ou est-ce qu'il faut, effectivement, ce qui serait une approche peut-être un peu irénique de la pratique philosophique en entreprise? Ou est-ce qu'il faudrait effectivement tenir compte de ces dissensions qui sont constitutives de la structure de classe d'une entreprise? Alors, je ne vais pas répondre directement sur le fond, François, de savoir est-ce que la prise en compte des classes, pas des classes, parce que effectivement... Oui, c'est bon, on m'entend? Oui, non. Non, Erwan, dis-moi. Non, je ne sais pas si Marion souhaitait, comme je vais effectivement répondre à mes questions. Non, okay. Vas-y, je pourrais compléter, mais Thibaut, je t'en prie. Hein. Vas-y. Parce que là, pour le coup, ce serait effectivement déjà sans doute prendre des positions, sans doute très, très, très déterminées, tout à fait légitimes dans leur domaine. Mais il me semble que ça me fait, en tout cas, je me sers de ta question, François, pour dire autre chose, à savoir que quand même le fait d'intervenir en entreprise et d'être de l'intérieur, et d'être dans l'intérieur, ça permet quand même de mieux comprendre l'entreprise. Et donc ensuite de pouvoir la penser. Et de pouvoir donc la penser ensuite éventuellement sous l'angle effectivement de classe sociale ou sous d'autres angles. Mais en tout cas, l'une des grandes vertus que je vois à faire de la philosophie, si je puis dire, pratique, ancrée, embarquée, incarnée à l'intérieur des entreprises, c'est de pouvoir être pour une part un insider et ensuite de pouvoir justement prendre de la hauteur et penser sur ce que l'on a, pas seulement observé chez les autres, de ne pas être quand même qu'un commentateur de l'extérieur ou de parler par rondis parce que je fréquente des personnes qui m'ont dit que chez eux ça se passait comme ça, etc. De ne pas se tenir simplement au on m'a dit, mais de pouvoir l'éprouver de l'intérieur et de pouvoir également mesurer les écarts entre ce que disent les acteurs eux-mêmes et puis ce que l'on observe par soi-même. Voilà, c'était tout. Merci, et je passe la parole à Marion, j'imagine.
Super, merci Thibaut, parce qu'en effet, ça me permet de mieux rebondir encore sur l'interpellation de François. J'aime assez cette idée de philosophie embarquée, comme on parlerait de technologie embarquée dans certains dispositifs. Et cette notion de lutte des classes que vous amenez me renvoie, moi, à la question des enjeux de pouvoir, évidemment, dans les organisations, et peut-être que ça fait signe vers les limites de la philosophie que Xavier soulignait, c'est-à-dire que, en effet, je pense qu'il ne faut pas être naïf quand on intervient dans une entreprise. On n'intervient pas sur un ensemble homogène dans lequel les enjeux de pouvoir sont complètement absents. C'est même plutôt tout à fait l'inverse. Et oui, sans doute qu'on pourrait retrouver dans une organisation, on pourrait refaire une typologie des classes, voilà, du dirigeant au collaborateur, et c'est en plus nettement marqué en fonction des secteurs et des cultures d'entreprise. Vous voyez, je travaille avec un client actuellement où ils témoignent eux-mêmes du fait qu'ils ont une culture d'entreprise extrêmement militaire, extrêmement hiérarchisée, avec quasiment des grades, quoi. C'est-à-dire que, bon, voilà, moi, quand je suis à ce grade-là, j'ai pas le droit de parler à ce grade-là. Enfin bon, ça existe encore aujourd'hui. Et donc, je pense qu'en effet, quand on a la prétention ou la velléité de proposer de la philosophie sous quelque forme que ce soit dans les organisations, on ne peut pas le faire en sous-estimant le fait qu'à chaque fois, la parole des acteurs, elle est portée depuis un jeu de pouvoir plus ou moins fort. Et que, disons que modestement, la seule chose qu'on puisse faire, enfin, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, celle à laquelle nous, on a recours dans nos interventions, c'est d'essayer de rendre le plus possible conscient de ces enjeux de pouvoir dans les situations d'énonciation qui sont les nôtres. Et ça me permet de faire le lien avec... Xavier disait tout à l'heure que philosopher, ou peut-être que c'était toi Thibaut, enfin, mais vous vous retrouviez là-dessus, que philosopher c'était remettre en cause l'ordre établi. Bon, bah, ça n'est pas que ça, philosopher. Enfin, je veux dire, la philosophie ne passe pas son temps à remettre en cause l'ordre établi. Elle fait aussi ce que Xavier a très bien rappelé d'ailleurs, faire prendre conscience, augmenter la réflexivité. Bon, et il se trouve que de temps en temps, souvent, je ne sais pas comment, ça remet en cause l'ordre établi. Mais comme Laurent le disait très bien tout à l'heure, dans sa conférence de ce matin, si elle ne faisait que ça, si à chaque fois qu'on philosophait, partout où on philosophe, on remet en cause l'ordre établi, c'est invivable. C'est-à-dire que philosophons une semaine par an et on se portera très bien. Voyez. Donc, je pense qu'il faut juste dire que non, elle ne remet pas en cause tout ce sur quoi elle roule, enfin, ou tout ce qu'elle a entre les mains, pour le dire un peu moins violemment. Par contre, oui, dès qu'elle sort de l'académie, mais en réalité, il y a aussi des enjeux de pouvoir dans des universités, et je pense que Xavier, vous ne me contredirez pas sur ce point. Voilà. Dès qu'elle se pratique, elle doit aussi tenir compte des enjeux de pouvoir, et qu'on n'est jamais un acteur qui pense librement, si librement qu'il croit, en tout cas, et qu'on est toujours soumis à des pressions qui viennent un petit peu orienter la prise de parole. Et nous, on doit tenir compte de ça quand on philosophe dans les entreprises. Voilà. Merci beaucoup, Marion. Alors, effectivement, on revient à cette idée que les pratiques philosophiques ne doivent pas être transformées dans un modèle unique, mais qu'on doit envisager la diversité. Laurent, tu avais une question aussi. Oui, merci, Erwan. Juste un point. Il y a plusieurs Laurent. Alors, Laurent, je te donne la parole juste après. Je pensais à Laurent Magne qui avait pardon. intervenir. Alors, je te laisse la parole juste après. Oui, merci pour vos interventions. Il y a quelque chose qui se dégage en commun de vos différentes interventions, c'est effectivement cette idée que la philosophie se retrouve au cœur de la cité, mais une cité qui est devenue de plus en plus marchande et avec ses relations de pouvoir et autres. Donc, en fait, elle a toujours été native, elle n'en est jamais sortie. En fait, elle est toujours embarquée, la philosophie, historiquement. Et ce qui est important, c'est la différence de temporalité. Vous avez changé la temporalité. Les relations de pouvoir, finalement, ça va bien avec la philosophie parce que c'est du temps long, c'est pas simplement du temps court. Ça va bien avec la stratégie puisque c'est du temps long, pas simplement du temps court. Il y a un peu cette idée de faire passer la stratégie dans le quotidien.
Thibault a travaillé pas mal sur finalement la philosophie de l'entreprise, un peu comme on parle des cultures d'entreprise, avec sa vision justement stratégique. Et donc j'aimerais vous soumettre de façon complètement provoque une idée, c'est qu'en fait le philosophe embarqué, il existe naturellement et statutairement dans l'entreprise, il s'appelle le contrôleur de gestion. C'est-à-dire que c'est celui qui est là pour normalement faire passer la stratégie dans le quotidien et faire que l'organisation atteigne ses objectifs de performance, qu'ils soient de nature financière ou non financière, avec le seul bémol ou aggiornamento, on va dire académique, qui est que c'est un processus de contrôle de gestion dont on parle, donc pas simplement la fonction contrôleur de gestion, mais ceux qui y participent, et les premiers des contrôleurs, ce sont les managers. Voilà. Merci Laurent de cette provocation. Je vous laisse dire. Oui, je prolonge la prolongation. Je pense que si le contrôleur de gestion est philosophe, c'est très bien. Je pense que le gardien à l'accueil peut aussi être porteur d'un certain nombre d'éléments pour l'ensemble de l'entreprise, de la même façon que le chef d'entreprise, de la même façon que n'importe qui. Je pense qu'il n'y a pas une catégorie plus spécialement dédiée. Et je ne sais pas avec qui Marion ou Thibault vous parlez dans les entreprises où vous intervenez, mais moi je vois que nous on parle avec tout le monde. Tout le monde est susceptible et à la limite presque ceux qui en faisaient le moins ou ceux qui ont le moins aimé leur cours de philo en terminale sont ceux qui finalement en découvrant la puissance de cette matière ou de cette chose-là, de ce truc, qui sont les plus intéressés et peut-être le plus gros potentiel dans l'entreprise. Donc voilà, ma provocation, c'est de dire, et finalement, est-ce que tout le monde n'est pas philosophe dans l'entreprise? D'autres commentaires? Oui, moi, je voulais simplement dire à Laurent Magne, le remercier d'exister. Ce sera ma seule intervention. Moi, je remarque, on continue effectivement avec cette intervention qui effectivement fait sens aussi, à oublier totalement que la philosophie, c'est quelque chose qui a une dimension parfaitement technique. Mais voilà, et ça, on l'oublie encore. Il y a aujourd'hui les philosophes, pas forcément d'ailleurs que les philosophes universitaires, abordent souvent la philosophie d'une manière parfaitement, j'utilise le mot technique, ce sont des argumentations spécifiques, parfois même des théorèmes, il y a des structures de démonstratives qu'on peut effectivement employer par ici, par là. Et c'est vrai que c'était assez étonnant de voir la manière dont toute cette dimension-là peut être oubliée. Donc, moi, je vous laisse cette réflexion pour plus tard. Je donne la parole tout de suite à Laurent, l'autre Laurent, qui voulait également intervenir. Bon, rebonjour à tout le monde, c'est l'autre donc. Et mes excuses parce que la vidéo ne marche pas. J'ai préféré rester connecté pour ne pas avoir de problème. Je suis très mauvais en technologie. Et donc, voilà, mais je suis bien là. C'est passionnant le débat qu'il y a. Et passionnant dans une mesure qui, je crois, n'est pas encore préhensible complètement tant que, vous allez voir où je vais en venir, tant que deux auteurs que j'ai évoqués ce matin ne deviennent pas connus, comme ils le méritent très largement. Je pense à Léo Strauss et Alexandre Kojève. Et ce n'est pas du tout une fixation sur ces deux auteurs. C'est que le premier, Léo Strauss, a passé son temps, d'abord en tant que juif, à penser le problème de la violence, et donc au travers de la violence et de la tyrannie en Allemagne, années 30, la question donc du politique. Il est parti à temps de l'Allemagne devenant nazie. Il est passé par Paris, par l'Angleterre, et il a fait sa carrière à Chicago, voisin de Hannah Arendt. Il se détestait cordialement. C'est secondaire. Deuxièmement, Kojève est quelqu'un qui est extrêmement mal connu parce qu'il a desservi sa pensée en étant extraordinairement, plaisantin et également provocateur. Et il est mal connu parce qu'il a théorisé la notion de fin d'histoire. Il a introduit la compréhension de Hegel dans les années 30. De 33 à 39, il a fait un séminaire d'une importance séminale. Il a eu des étudiants aussi importants que Bataille, Aron, etc. dans son séminaire. Et il n'a pas eu de carrière du tout de professeur, comme François le rappelait pour Marx.
Ils ont eu un dialogue autour de la tyrannie. Sur l'initiative de Kojève, ils ont commenté ensemble le Hiéron de Xénophon, et on trouve donc chez Gallimard, sous Léo Strauss, de la tyrannie que je recommande à tout le monde, et ce livre est beaucoup trop peu connu. Il est essentiel pour penser ce qui vous occupe tous et nous occupe tous ici dans le Congrès, les rapports entre l'action et la pensée. C'est absolument fondamental. Et ils ont un avis diamétralement opposé sur le sens de l'histoire. Strauss dit il y a une éternité des problèmes fondamentaux. Donc la philosophie, c'est de problématiser. Et les philosophies, c'est les réponses qu'on peut donner en fonction des circonstances. Et Kojève dit le contenu fondamental de toute ontologie complète, c'est le temps. Il le thématise. Et Kojève dit avec le temps, la philosophie pénètre le monde de la vie et de l'action et favorise et fabrique un monde où la liberté finit par l'emporter. Ils sont en désaccord total, ils ont été amis toute leur vie, et c'est déjà un signe d'intelligence. En désaccord fondamental, il y a dans le bouquin des notes de discussion sur l'interprétation de Platon qui sont magistrales. J'interviens ici pour vous le recommander. Votre débat est essentiel. J'adore la manière dont Erwan met le feu et l'huile sur le feu pour alimenter la discussion. Et je trouve que c'est excellent. J'adore la manière dont Xavier s'énerve en disant « Je ne suis pas hors sol, vous vous foutez de moi, je suis complètement dans la vraie vie ». J'adore la manière dont Marion dit « Mais j'en ai marre que la philosophie soit entre soi à l'université, etc. » Parlons ensemble. Oui, eh bien, allez voir cette discussion. Et pour en particulier François, Kojève, et c'est extraordinairement intéressant par rapport au marxisme, Kojève est… Alors, autre raison pour laquelle il n'est pas beaucoup lu et pas du tout assez, c'est qu'on dit qu'il a été espion, et c'est très possible, pour la Russie soviétique en Europe. Et pourquoi c'est très possible? Parce que pour Kojève, le monde libéral et le monde soviétique allaient dans la même direction. Absolument dans la même direction. Il a une ampleur de vue telle que pour lui, il n'y a pas de séparation des deux. Alors, s'il a éventuellement servi l'Union soviétique pendant qu'il était haut fonctionnaire en France pour travailler pour l'Europe et la construction de l'Europe, c'est absolument pas incohérent quand on comprend l'ampleur de sa pensée. Ces deux auteurs sont gigantesques. Il ne s'agit pas d'être connus pour être dans le juste. Ils sont en contradiction. Je vous recommande très vivement d'aller voir ce bouquin, De la tyrannie, commentaire du Hiéron de Xénophon. Voilà, c'était une intervention. Alors, par ailleurs, j'ai dans le chat, et comme je suis très mauvais technologiquement, j'ai eu un mal fou à finir une remarque sur le chat, sur l'utilité de la philo. J'ai raconté une anecdote que je rappelle très rapidement. Un jour, en cours de philo, un étudiant me demande « Monsieur, à quoi sert la philo ?» Je réponds « À rien ». Un autre étudiant qui venait de Normal Sup s'énerve, m'engueule et tout. Et il me dit « Ouais, c'est pas vrai, vous pouvez pas dire ça ». Et je réponds « La philosophie ne sert à rien, parce que si elle sert à quelque chose, elle devient un outil de quelque chose. Donc, elle est inféodée à une fin dont elle n'est que le moyen. Mais en revanche, bien comprise, elle sert tout, parce qu'elle est une pensée du tout, de la totalité des choses et de la question du sens. Et c'est peut-être en ce sens-là qu'on est en train d'y travailler tous ensemble, y compris dans nos divergences. Voilà. Merci. Erwan, continue de mettre de l'huile. Je souhaite tout de suite préciser que je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu. Mais c'est un bon feu que tu animes. C'est un feu. Il me semble important, effectivement, de faire saillir les divergences et de mettre au clair tous les clivages qu'il faut travailler, notamment pour éclaircir effectivement ce qui peut constituer les termes d'un débat passionnant. Absolument, qui nous fait réfléchir, tout à fait, on est bien d'accord. Voilà, exactement. J'avais une question pour toi, Marion, de Guillaume Rosquin. Je ne sais pas si Guillaume souhaite la poser ou si Laurent, la poser à ta place. Erwan, je t'interromps, pardon, parce qu'il me semblait bien sûr, si Xavier n'avait pas… je vois que tu t'es démuté, Xavier, tu voulais réagir peut-être Non. Non Xavier, comme ça nous permet de… Non, c'est très clair. Peut-être que mon intervention très courte, c'est que je veux simplement dire qu'il faut recommander le livre de Laurent Bibard sur Kojève. Il ne le fait pas lui-même, il ne le fera pas lui-même. Mais l'homme qui voulait tout savoir, je me souviens d'une discussion avec lui, on était tous les deux à Singapour à la cafétéria avec un café et on parlait de Kojève. Lisez ce livre de Laurent qui est très bien. Du temps où les cafés étaient possibles. Merci Xavier. Et même de venir à Singapour, Laurent. Ben oui, absolument.
Donc voilà. Non, c'est compliqué. Attends, pour info, l'éditeur a fait faillite. Pour l'instant, on ne trouve plus le bouquin. Mais il est quand même. On le trouve sur Internet quand même. On le trouve en PDF. Moi, je l'ai et il est très bien parce qu'il permet aussi de rentrer dans la pensée de Kojève de manière simple, si on ne connaît pas, ou si tout simplement ça prend toujours beaucoup de temps de rentrer dans une pensée. Et donc, ce livre est extrêmement bien fait. Il est très pédagogique. C'est pour ça que je me permettais de souligner celui de mon collègue. Il y a énormément de choses qui est dit et c'est vrai que j'ai du mal à intervenir sans être trop long, donc c'est pour ça que je préfère laisser. Mais notamment la partie technique, Erwan est revenu à 2 reprises sur la question de la technicité de la philosophie, notamment les monades de Leibniz, etc. Effectivement, je pense qu'on va trop à la facilité de la philosophie. On va trop à la facilité. Alors évidemment, on prend les grands auteurs, on prend les Platon, les ceci, les cela, mais on va trop à la facilité. Et il y a 2 éléments sur lesquels je souhaite revenir. Et ça peut se poser la question quand vous cherchez à intervenir en entreprise, qu'est-ce que vous voulez changer? Moi, ce qui m'ennuie, ce sont les caméras vidéosurveillance à reconnaissance faciale. Ce qui m'ennuie, c'est que 70% des gaz à effet de serre dans le monde, c'est généré par 100 entreprises seulement. 100 entreprises, ça veut dire qu'il y a 100 personnes derrière, pas beaucoup plus que ça. Ce qui me gêne, c'est qu'il y a quelqu'un qui décide de mettre une caméra vidéosurveillance qui va décider ça. Ce qui m'ennuie, c'est que quelqu'un va décider de mettre des nanoparticules dans des chaussettes qui vont, une fois qu'elles sont lavées, elles vont partir dans les wastewater, dans les eaux usées. Ce qui m'ennuie, c'est l'ensemble des datas qui sont utilisées parce qu'on va chercher à jouer à Fortnite, par exemple, et ça va représenter 24% des émissions d'Internet, de la bande passante d'Internet. Et YouTube, associé à Netflix et Amazon Prime, ça va être 82% d'ici 2022. Ce sont des éléments extrêmement concrets. Moi, mon objectif, c'est de travailler dessus. Je vais prendre un exemple. Lorsque j'ai travaillé sur la question de la phénoménologie, je travaillais beaucoup avec un penseur qui s'appelle François Laruelle sur la philosophie non standard. La philosophie non standard, c'est essayer d'enlever la prétention de la philosophie au monde. La philosophie, par définition, elle a une prétention au monde, elle essaye de dire le monde, ce qui est un enjeu considérable. Le fait d'essayer de dire le monde est un enjeu qui est philosophique. Et c'est pour ça qu'Éric dit tout à l'heure, oui, c'est vrai qu'en effet, chacun veut et aime philosopher, même si effectivement, il n'a pas aimé ses cours de philosophie en terminale, etc. Certes, il n'empêche que philosopher, ça n'est pas ça. On ne philosophe pas, malheureusement, simplement au café du commerce ou simplement en discutant 3 minutes. La philosophie, c'est un travail qui est engageant, qui demande un temps considérable, c'est un sacerdoce d'être philosophe. Ce n'est pas simplement philosopher quelques minutes. Je reviens sur mon point. Lorsque la philosophie non standard est arrivée, c'est de se dire la prétention au monde qu'a la philosophie sur le monde, il faut probablement la changer. Pourquoi ? Je vous donne un exemple. Ce que je viens de citer comme exemple de problématiques avec des chaussettes, avec des nanotechnologies à l'intérieur, ce que je viens de citer avec les caméras à reconnaissance faciale, par exemple, extrêmement utilisées en Asie, c'est là où c'est utilisé le plus au monde, mais pas seulement. Quand j'utilise la question d'Internet, etc., la réponse possible, Erwan, sur la question de la technicité, il semble que la philosophie non standard peut être un élément associé à la phénoménologie de Husserl. Dans ma dernière publication, dans laquelle je pars de l'innovation non standard, c'est-à-dire pas la philosophie non standard, mais je reprends les concepts phénoménologiques développés pour une innovation dite non standard. Et l'innovation non standard, je la développe de manière assez concrète, assez large, pour essayer de dire comment est-ce que l'on peut penser autrement une innovation que celle qui nous a été enseignée pendant globalement les 110 dernières années avec Joseph Schumpeter. À cette occasion-là, j'essaye très humblement, et je ne dis pas que ça fonctionne et je ne dis pas que c'est la seule, mais j'essaye humblement de reconstruire une pensée d'innovation, et cette pensée d'innovation, elle n'est pas pour moi tout seul dans mon bureau. Elle n'a de sens que si elle est exprimée, cette pensée d'une non-innovation et d'une phénoménologie de l'innovation. Eh bien, elle n'est exprimée que lorsque je suis en salle de cours en disant « Mais regardez, lorsque vous avez 70% des gaz à effet de serre qui sont réalisés par 100 personnes uniquement dans le monde, on a les noms. » J'ai un slide que je montre où je montre les 100 personnes, les 10 personnes les plus riches au monde. Et derrière, il n'y a que des innovations derrière. Ce sont auprès d'eux que l'on doit aller travailler. Eh bien, quand je parle de ça à des étudiants en executive education, lorsque je parle à ces individus-là, je suis sur des éléments extrêmement concret. On n'est pas en train de parler de est-ce qu'il faut faire ceci ou faire cela, comment bien s'entendre les uns les autres. Non, mon objectif, c'est de dire on a des problématiques politiques. Des problèmes politiques, c'est comment on utilise une reconnaissance faciale. On a une problématique humaine, les questions du transhumanisme. Avec mon ami et collègue Laurent, on a monté un cours sur le sujet où ce sont des questions environnementales. Ces 3 questions fondamentales-là, comment est-ce qu'on les adresse si on ne les adresse pas par la philosophie ?
Et à ce moment-là, c'est pour ça que je dis que que l'entreprise doit être au service de la philosophie, parce qu'elle doit permettre d'être utilisée pour cette fin d'une innovation, par exemple non standard, c'est-à-dire une innovation non schumpeterienne, qui peut permettre un développement différent des uns et des autres. Et cette dimension-là permet, et pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais permet d'avoir un usage à la fois de la philosophie technique, tel que Erwan le mentionnait tout à l'heure. Je n'ai pas repris la question des monades, mais je reprends l'exemple, par exemple, de la phénoménologie, de la philosophie non standard, par exemple, laruellienne, associée à une dimension extrêmement concrète, qui est l'émission de gaz à effet de serre, qui est le transhumanisme, qui sont les questions politiques que l'on peut avoir avec ça, et évidemment associée à une réalité extrêmement pratique. Est-ce que vous, étudiants, là, tout de suite, étudiants, on parle d'étudiants, ça peut être master ou executive education, est-ce que vous allez aller travailler dans cette entreprise, oui ou non? La réponse vous revient. Est-ce que vous allez essayer de dire non, je ne vais pas y aller et je peux me permettre de choisir ou pas telle ou telle entreprise parce que non, je ne veux pas y aller? Imaginez un seul instant que si nous arrivons à former les individus en pensant de cette façon-là, les meilleures entreprises ou les plus riches n'arrivent pas à recruter les meilleurs étudiants. Ne commencerions-nous pas à gagner un tout petit peu si les entreprises qui agissent de cette façon-là n'arrivent plus à recruter les meilleurs étudiants parce que justement, on les met dans ces conditions d'avoir développé une pensée critique qui a lieu notamment avec des centaines ou des milliers d'heures de questionnement sur la théorie philosophique husserlienne, laruellienne et autres, associés à un élément extrêmement concret qui on ne peut pas être plus concret. Donc c'était pour associer à la fois les questions de Erwan et les dimensions pratiques telles qu'on doit les associer. Xavier, est-ce que vous avez des... Eric a toujours un truc à dire. Oui. Non, enfin voilà, je réagis aussi parce que Xavier m'a dit que les gardiens d'usine n'étaient pas forcément des philosophes. Moi, je ne sais pas, Xavier, je ne sais pas qui peut dire qui est philosophe et qui n'est pas philosophe. En tout cas, je ne pense pas que les philosophes eux-mêmes puissent le dire et je ne pense pas qu'ils puissent s'associer à quelque chose de l'ordre du sacerdoce, comme tu l'as dit. Je pense que chacun est libre de philosopher comme il veut et comme il l'entend. Et si, à travers cette façon de le faire comme il veut, comme il l'entend, il arrive à trouver des pistes qui font avancer les choses, qui font avancer le monde, qui font l'avancer. Et quand je dis avancer, ce n'est pas forcément, comme tu viens de le dire, en gagnant ou en perdant. Je ne sais pas d'ailleurs qui décidera de la règle de qui va gagner, qui va perdre. Et sur quels critères? C'est plutôt les critères qui m'embêtent d'ailleurs que la règle de qui va gagner, qui va perdre. Mais voilà, moi je pense qu'il faut, au contraire, il faut pousser tout et n'importe qui à pouvoir accéder à ce mode de pensée, à ce mode de réflexion, à ce mode peut-être, j'ose peut-être de contact avec le monde, voilà, qui n'est pas uniquement les besoins primaires qui nous habitent tous. Eh ben, je trouve que un mode de pensée, de réflexion est également accessible à tous. Et je crois que notre rôle, enfin en tout cas je pense que mon rôle, voilà, je crois que mon rôle, c'est de le permettre justement au plus grand nombre et pas de le réserver à une petite élite qui va décider après ça ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Plus on sera nombreux à philosopher et plus on gagnera, je pense. Juste un point, Erwan, je vais laisser évidemment sur le sujet, mais il y a cette phrase de Wald, on a réduit à une boucle de ceinture la sagesse d'Hermès. Je crois que ce n'est pas une question à proprement parler, est-ce qu'il faut ou pas trouver qui sont les philosophes, c'est simplement ça demande du travail. Regardez René Friedman et dans quelle mesure René Friedman explique dans quelle mesure on ne peut pas, je le cite, philosopher avec sa femme de ménage ou avec l'épicier du coin. Et il explique pourquoi de manière très claire. Et c'est valable pour l'ensemble de la tradition philosophique. L'ensemble de la tradition philosophique, c'est un apprentissage. Alors, vous pouvez dire aujourd'hui, non, ce n'est plus le cas, mais dans ces cas-là, on ne peut pas vraiment se référer à Platon, à Socrate, à Aristote, etc. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans ces cas-là, c'est un autre type de philosophie, mais on ne peut pas dire qu'on se réfère à cela. Parce qu'eux expliquent justement, par des considérations à la fois pratiques et de discours, qu'il y a un apprentissage long, considérable, qui permet effectivement de pouvoir l'évaluer. Et je vais m'arrêter là. Effectivement, comme le dit Laurent Magne dans le chat, la question de la spiritualité est une dimension qui ne s'acquiert pas simplement d'une manière vite et rapide,
qui ne s'acquiert pas de 9h à 17h, qui ne s'acquiert pas du lundi au vendredi. La question de la philosophie est quelque chose qui est, à l'évidence, beaucoup plus engageante que ça. Vous savez, je vais finir là-dessus. Il faut que je finisse là-dessus. Mais on demandait à Épictète combien Socrate avait-il converti de personnes sur les marchés. Et la réponse est cinglante. Pas même 1 sur 1000. Tout simplement parce que quand bien même on essaye de le faire, quand bien même on essaye de le diffuser, la volonté de véritablement accéder n'est absolument impossible. Et c'est en quoi la philosophie est élitiste. Elle n'est pas élitiste parce qu'elle n'est pas accessible à tous. La philosophie est accessible à tous, mais peu y accèdent par cet engagement-là. Et ça, encore une fois, je vous renvoie à Platon dans cette dimension de l'élitisme. Je m'arrête. Une fois n'est pas coutume, allais-je dire, je vais tenter une synthèse entre vos deux positions. J'ai l'impression que déjà le non-dit ici, c'est la polysémie du terme philosophé qu'on peut utiliser légitimement comme une pratique professionnelle qui repose sur toute une littérature, sur des auteurs, sur des techniques, je te l'ai dit, et aussi une démarche qui, tu l'as dit aussi Xavier, est et doit être accessible à chacun, même si effectivement cette démarche qui consiste à philosopher implique un certain travail. Mais c'est un travail, Éric, que toi-même essayes d'engager auprès de ceux avec qui tu travailles, puisque voilà, tu essaies de leur apprendre avec les instruments dont tu disposes à philosopher ou en tout cas à s'engager dans une démarche philosophique. Donc, je pense qu'on peut tenir les deux bouts de cette philosophie. À la fois une philosophie qui est effectivement professionnelle, qui ne s'apprend pas en un mois, en un an, mais qui nécessite des années et des années de pratique, de réflexion, de lecture, d'échange, et une pratique philosophique qui peut commencer déjà effectivement peut-être dans l'entreprise, qui ne mènera peut-être pas d'ailleurs à l'autre pratique philosophique, mais qui en constitue simplement un autre bout. Et je pense qu'il y a entre les deux quelque chose à faire. Donc voilà, j'espère avoir synthétisé un peu, même comme quoi effectivement je ne suis pas toujours là pour jeter de l'huile sur le feu. Je laisse la parole à Guillaume Rosquin qui souhaitait poser une question à Marion, à moins qu'il souhaite que je la pose moi-même. Oui, bonjour, merci pour ces débats et ces exposés. Moi, je rebondis sur ce point-là parce qu'en fait, je trouve dans le public une image de marque sur la philosophie. Et là, je pourrais renvoyer à Schopenhauer et Le Monde comme représentation, c'est-à-dire que les gens se représentent la philosophie avec quelquefois un imaginaire de ce qu'ils croient ce que c'est. Et donc, quand on aborde une entreprise ou un client en général, et qu'on se présente comme étant spécialiste en philosophie, comment est-on accueilli? Est-ce qu'on est accueilli avec joie de vous rencontrer? Ou est-ce qu'au contraire, on est sur un scepticisme et on vous catalogue comme étant automatiquement d'une certaine catégorie intellectuelle et qu'on n'a pas forcément envie de partager? Merci Guillaume pour m'inviter à ce retour d'expérience très concret. C'est intéressant parce que ce que j'observe, c'est que d'une manière générale, les gens ont je veux dire, les non-philosophes au sens où les personnes qui n'ont pas suivi de cursus universitaire en philosophie ont un rapport très ambivalent avec la philosophie. Il y a un mélange d'admiration et de mépris. D'admiration parce qu'ils savent tout ce que la philosophie ou les philosophes ont produit. D'admiration parce qu'ils se savent incapables aujourd'hui, en tout cas, de comprendre probablement 1/10 de ce qui a été produit. Ils savent que philosopher, ça permet de développer une capacité d'abstraction et de problématisation et de conceptualisation qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Donc, pour toutes ces raisons-là, il y a une part d'admiration. Mais il y a aussi du mépris parce que, en fait, ils nous jugent incapables
d'adresser les affaires courantes, les vrais enjeux de la société, comme le nommait Xavier, et qu'au fond, voilà, il nous reproche, si vous voulez, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, de penser dans un bocal, de pouvoir élaborer de grandes théories et des systèmes de pensée très impressionnants du point de vue intellectuel, mais assez inopérants. Et donc, voilà. Et donc, ils sont un peu voilà, au milieu du gué. Ça, c'est d'une manière générale ce que les gens ressentent du fait de la représentation qu'ils se font de la philosophie aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que nous, on a souvent nos clients qui nous disent mais concrètement, concrètement, on va en ressortir quoi? Il va sortir quoi concrètement? Ils ont cette préoccupation du concret extrêmement forte, qui est du coup très stimulante pour nous qui intervenons dans les organisations. Ça veut dire, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire qu'une philosophie qui ait des implications concrètes, et on l'a suffisamment rappelé, c'est pas concret dans 20 ans pour eux, hein. Eux, ils veulent que ce soit concret maintenant. Et je pense qu'il faut prendre au sérieux cette exigence-là, voir comment elle met au défi la philosophie, c'est-à-dire voir comment elle la met au défi sans la dénaturer, c'est-à-dire comment est-ce que il peut y avoir quand même un point de rencontre possible. Alors ça revient à la question posée en creux, je pense, Xavier, dans sa précédente contribution, hein. Est-ce que finalement la philosophie peut être vulgarisée sans se perdre comme telle, sans se perdre elle-même, hein. Voilà, peut-être que c'est une des questions en creux qu'on adresse aussi là tous ensemble. En tout cas, pour terminer de vous répondre, Guillaume, une fois dépassé, mis à part ce sentiment un peu ambivalent, la plupart du temps, on est très bien accueillis puisqu'on vient nous chercher. C'est-à-dire que nous, on ne travaille qu'avec des managers ou des dirigeants qui, très étonnamment d'ailleurs, savent très bien ce qu'ils viennent chercher quand ils viennent chercher la philosophie. Ils savent qu'ils ne viennent pas chercher du coaching. En fait, ils ne veulent pas de coaching. Vous voyez, ils ne viennent pas chercher de la mindfulness, ils ne viennent pas chercher de la spiritualité Non, ils viennent chercher de la philosophie précisément pour cette faculté rationnelle de thématiser, prendre de la hauteur sur le réel, vous voyez, prendre de la distance sur le réel. Et c'est ça qu'ils viennent chercher, cette façon qu'on a de pouvoir appréhender le réel de manière un petit peu dépassionnée. Voilà, et donc ça se passe très bien. Enfin, ça fait 8 ans que ça se passe très bien. Marion est tout à fait passionnant, parce qu'effectivement, on aurait tendance à penser que les managers, les entrepreneurs vont prendre effectivement la philosophie pour une sorte de coaching. Et effectivement, s'ils perçoivent ça d'une manière plus fidèle à ce que la philosophie est ou doit être, on a vraiment envie de développer beaucoup très profondément cette question. Hélas, on n'a plus beaucoup le temps. Je ne sais pas si je vais quand même prendre une toute dernière question de Laura Litre-Valentin, si elle peut être posée de manière très courte, parce que là, on arrive au terme de la table ronde. Laura. Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour et merci de m'accorder ce moment. Je peux le poser sous forme de questions très concrètes, en me mettant à la place d'un professeur-chercheur dans une école en sciences et gestion qui a développé, comme le professeur Pavie, donc son intérêt, qui a trouvé une place pour développer son intérêt pour la philosophie. Et en me disant comment on fait passer, puisqu'on peut faire le comparatif, vu ce qui a été dit hier à l'introduction de ce séminaire, le comparatif entre les problématiques des écoles en sciences et gestion, la recherche dans les écoles en sciences et gestion, et les problématiques des organisations. Comment, en tant que chercheur avec une forte composante philosophe, va gérer ça? Parce qu'à un moment donné, et ça c'est mon grand-père qui l'a dit, Laura, il ne faut pas oublier qu'on est là, on est tous égaux, on a tous besoin d'au moins un repas par jour. Et quand on est confronté à ça, c'est limite que peut-être les étudiants, à un moment donné, n'auront pas, puisqu'ils sont financés par leurs parents, par une bourse, mais un jour, à un moment, ils vont être confrontés par ça. Est-ce qu'à ce moment-là, on s'arrête tout simplement de philosopher et on est
englouti dans les systèmes, ou est-ce qu'on peut dire basta? Auquel cas, en tant que chercheur en sciences de gestion, il faudrait aussi mettre les limites aux écoles en sciences de gestion qui sont à la course, derrière la course au ranking, derrière la course aux publications qui poussent vers les publications en revue à FFI, etc. Je viens du terrain de l'entreprise. J'espérais trouver dans la recherche et encore plus dans ce volet de philosophique qui s'ouvre à nous et des réponses. Pourquoi je laissais comme vous, que vous saviez, le milieu de l'entreprise et du marketing, mais je vois que dans les écoles business school, notamment les tricotés, ceux qui auraient les plus de moyens pour se détacher de ça, ceux qui se produisaient en entreprise, je les retrouve exactement. C'est-à-dire que les victimes, quelque part, sont leurs propres bourreaux. Voilà, je m'arrêterai là. Merci Laura. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite réagir à cette dernière intervention. Bon, écoutez. Il me reste, merci Laura, donc pour effectivement ce rappel tout à fait vivifiant de la situation aujourd'hui dans nos établissements. Écoutez, je vous remercie tous d'avoir participé à cette table ronde très animée, très intéressante, très riche. On aurait pu continuer comme ça, je pense, toute la soirée. Je pense qu'il y aura des échanges qui se poursuivront après. Et je l'espère. Donc, merci Eric, merci Marion, merci Thibaut, merci Xavier. Merci à tous qui avaient participé. Et bien, je vous souhaite une bonne continuation du congrès et à tout de suite pour les prochains ateliers.